Salut les sportifs, c'est Hermano. Ça y est, nous sommes le mardi 13 juin 2023 et je viens de boucler mon périple du défi Agrippa. Malgré tout, j'ai décidé de ne pas fermer la collecte tout de suite au profit de Imagine for Margot et une bouteille à la mer. Alors s'il vous plaît, aidez-nous. Allez tout de suite sur Internet, retrouvez la collecte et collaborez. Abondez à ce que nous avons déjà collecté et partagez. Diffusez la bonne parole. Plus nous serons nombreux à agir, plus nous serons nombreux à collaborer, plus nous serons nombreux à collecter des fonds et plus la collecte sera importante. Alors je suis passé un peu vite sur ce qu'était le défi Agrippa, mais en quelques mots, le défi Agrippa, c'était un défi solitaire et solidaire au profit de Imagine for Margot et une bouteille à la mer. L'idée, c'était de parcourir plus de 60 km par jour sur 30 jours pour pouvoir boucler cette traversée de la France du nord au sud, soit plus de 1400 km en un mois. Je suis arrivé au bout, maintenant c'est à vous de jouer. Vous le savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et pour soutenir ces deux causes, au-delà de l'effort sportif que je médiatise, eh bien, il faut collecter des fonds. Et pour collecter des fonds, le plus simple, vous tapez Agrippa GoFundMe sur Google et vous trouverez la collecte que nous tentons de faire gonfler de jour en jour pour atteindre un objectif de 10 000 €. Je sais pouvoir compter sur vous, mais en attendant, je vous laisse avec un nouvel épisode du podcast Deviens triathlète. Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un superbe podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Hermano et comme toujours je suis très heureux de vous recevoir sur le podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui on aurait presque pu faire un épisode en vidéo mais on va rester sur le podcast en audio. Pour m'accompagner il y a évidemment Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano, salut à tous. Et notre invité, on en parlait en off, qui m'a rappelé un petit peu de mes origines puisque il n'enregistre pas depuis la France, la Belgique ou ailleurs où on a l'habitude d'avoir nos invités. Aujourd'hui je veux parler de Florian Chabal. Salut. Salut Hermano, salut Olivier, salut à tous. Écoute, je suis super content parce qu'on l'a dit en off, t'es en Sicile et moi je suis franco-sicilien, donc ça me rappelle un petit peu mes origines, même si je te le disais, j'ai pas forcément visité beaucoup le pays, enfin la région. En tout cas, on aura certainement l'occasion d'en parler et puis on restera en contact. Tu m'enverras des petites photos de temps en temps, mais en tout cas, l'objectif de notre épisode aujourd'hui, c'est de parler de toi. Donc, revenons à nos habitudes et en particulier la tradition que l'on a dans ce podcast, qui est de laisser la parole à notre invité les premières minutes pour qu'il nous dise tout sur lui. Donc, dis-nous tout. Qui est Florian Chabal ? Eh bien, c'est une question toujours compliquée de parler de soi. Florian Chabal, c'est un cycliste raté, devenu youtubeur par hasard après avoir tenté une carrière de journaliste un peu par hasard là aussi à la télé. Passionné évidemment de vélo, de sport outdoor en général, de la vie en particulier et un petit peu de vidéo aussi. Et pour moi, c'est une première dans le podcast. Écoute, jusqu'à maintenant, c'est tout pareil sans les images. Sans les images et avec la technique du début où on a un petit peu galéré, mais ça c'est normal, c'est le temps de faire le setup la première fois, après tout ira bien. Oui, bah c'est comme tout, hein, du moment qu'il y a un peu de technique, que ce soit dans le vélo, dans la vidéo ou dans l'audio, et il faut le temps des réglages, et il vaut mieux prendre le temps de faire des bons réglages, après en général tout se passe mieux. C'est marrant parce que tu t'as dit 2 fois raté dans la même phrase. Cycliste raté, journaliste raté, et youtubeur par hasard. Faut que tu reviennes avec nous là-dessus. Bah oui, dans la vie, je pense que on apprend plus quand on rate les choses, on apprend de ses erreurs. Donc c'est pour ça certainement que je me suis appuyé sur ces ratages pour arriver à faire quelque chose de bien. Je pense que l'aventure YouTube avec Loïc sur JCN a été une belle réussite par opposition peut-être au reste. Bon, après c'est évidemment aussi un petit peu d'autodérision. Évidemment que j'ai eu une carrière même dans le vélo que certains pourraient envier. J'étais coureur élite, j'ai eu la chance de représenter mon pays dans les catégories jeunes en étant sélectionné plusieurs fois en équipe de France. Voilà, j'ai fait de belles choses dans le vélo, mais évidemment que par rapport aux grands champions, j'ai eu une petite carrière ratée un poil quoi. Et parce que tu dis raté, parce que ça veut dire que t'avais d'autres objectifs peut-être que t'as pas atteint. Oui, à l'époque certainement, j'avais d'autres objectifs, mais j'ai cette qualité-là, c'est d'être assez lucide et je me suis vite rendu compte, en tout cas jeune, que ce que demandait le haut niveau et ce que j'allais pouvoir en retirer par rapport à mes capacités dans le vélo à l'époque, allait pas me satisfaire. J'aurais peut-être fait une carrière d'équipier dans une équipe de seconde zone, voilà, mais je pense que c'est ce à quoi correspondaient mes qualités intrinsèques et pas plus. Et c'est vrai que comme beaucoup de jeunes, moi je rêvais ou
World Tour, je rêvais de belles victoires. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était ou tout ou rien, vu les sacrifices que demande le monde professionnel, et je préférais m'épanouir dans d'autres domaines. La vie offre tellement de choses que j'ai bien fait d'arrêter jeune et de vivre plein d'autres expériences. Et quand tu dis j'avais pas les qualités, c'est quoi qui te manquait en fait pour vraiment percer dans le haut niveau? Alors sur le moment c'est difficile à dire, mais avec beaucoup de recul et après avoir observé beaucoup ce sport lors des 10 dernières années, justement en tant qu'observateur, je peux dire clairement qu'il me manquait quelques watts. Ça c'est certain. C'était les watts. Voilà. C'était les watts ou c'était les kilos? Non. Alors tu sais, dans une carrière de haut niveau, il faut beaucoup d'éléments. Je pense qu'il faut un petit peu de réussite aussi. Je pense avoir tout bien fait dans les catégories jeunes, et puis après il aurait peut-être fallu que je me remette un peu en question. J'ai fait des choix de facilité quand je suis passé élite, rester dans un club proche de la maison, etc. Alors que plus jeune, j'avais fait des choix difficiles en partant notamment dans une structure de haut niveau comme le Krebs de Toulouse. J'ai quitté papa-maman, j'avais 14 ans. Et peut-être qu'en persévérant dans ces choix-là quand j'ai eu 18 ans et en partant dans une structure comme Vendée U par exemple à l'époque qui aurait pu m'intéresser et certainement aurait correspondu davantage à mes qualités, ça aurait pu me réussir, hein. J'aurais pu faire à l'époque un passage chez les pros et faire une carrière honorable, pourquoi pas. Mais ouais, il faut un petit peu faire les bons choix, avoir un peu de réussite. Ça n'a pas été forcément mon cas, en tout cas dans ce milieu-là, ce qui m'a permis de vivre autre chose. J'ai absolument aucun regret là-dessus. Mais s'il y a quelques jeunes qui écoutent, si je peux leur donner un conseil, c'est ne vous obstinez pas à vouloir absolument devenir des grimpeurs si intrinsèquement vous n'en êtes pas. Voilà. Ok, c'était donc ça. Mais c'est quoi toi ton profil en tant que cycliste? Moi, je suis plus une machine à rouler. J'étais un puncher lorsque j'étais en forme, mais voilà, moi, il fallait me donner des bouts droits et me demander de tirer de la bracasse, et ça m'allait bien. J'avais quand même un gros gabarit pour être un cycliste, surtout à l'époque. Maintenant, on voit que les gabarits ont tendance à se développer. Les triathlètes aussi aident à montrer qu'on peut avoir des grands gabarits sur un vélo. Mais voilà, à l'époque, je tournais plutôt autour des 75 kilos. Je pouvais descendre à 70, 71 vraiment en poids de forme, mais là, j'étais à un niveau de maigreur assez avancé. Mais ouais, un coureur de 75 kilos à l'époque, en général, c'était plutôt... ça l'est toujours, hein, chez les pros dans le vélo. Quand tu fais déjà plus de 70 kilos, t'es rarement un pur grimpeur. Et pour une taille de combien? Parce que ça joue aussi. Ouais, je mesure 1m84 et en plus de ça, c'est pas super bon dans un facteur très moderne qui est celui de l'aéro. J'ai pas un CX super avantageux non plus. Et donc du coup, t'as voulu devenir un grimpeur, c'est ça que tu disais? Ouais, je suis né au pied des Pyrénées, donc tu sais, c'est toujours un peu ce qui fait fantasmer les grands cols, les grandes montées. Et c'est vrai que bon, je vais arrêter l'autoflagellation. Chez les jeunes, j'avais quand même des qualités supérieures à la moyenne en vélo. Et c'est vrai que chez les jeunes, tu sais pas trop ce que t'es comme typologie de coureur. Et tu peux être grimpeur jusqu'en junior et puis passer chez les élites et te rendre compte qu'en fait, t'es une bête à rouler, ce qui était plus mon cas. J'aurais certainement mieux fait de m'épanouir sur des classiques belges en élite, alors que jusqu'en junior, j'étais un excellent grimpeur. Mais ce qui est normal parce que ton corps a pas fini de se développer et voilà. Et avec un peu de recul, je me dis que oui, certainement qu'un programme à la Vendée U, pour ne citer que, mais parce que ils ont un peu cette réputation là de former des classic men, aurait certainement été adapté plutôt que de rester dans mon sud-ouest natal et me taper la ronde de l'Isard, le Tour du Piémont pyrénéen ou encore le Giro des Vallées d'Aoste. Et ça, du coup, toi, t'as commencé le cyclisme à quel âge? J'ai commencé à une dizaine d'années, donc tôt, les écoles de vélo où tu fais des quilles le matin, des petits sprints et puis des mini-courses l'après-midi. C'est assez marrant quand tu grandis et quand tu vieillis même de voir ça, les gamins sur leurs petits vélos. Mais je trouve ça très bien parce que c'est une forme d'éducation aussi au vélo. Voilà. Bon, le problème c'est quand les parents s'en mêlent et qu'ils ont tendance à mettre un petit peu trop de compétition là-dedans, alors que c'est un peu tôt. Mais vu de l'extérieur maintenant, c'est vrai que ça me fait un peu sourire. Mais j'ai commencé comme ça et j'avais vraiment cette envie-là. C'est vrai que mon père était cycliste et c'est une histoire assez commune. On entend beaucoup papa raconter des histoires à la maison, donc ça génère un intérêt, une forme de frustration. T'as envie d'essayer. Mais je dois dire que là où j'étais le plus heureux, en tout cas quand j'ai commencé, c'était sur le vélodrome de Foix. J'adorais la piste, j'adorais ces sensations-là. J'avais l'impression que c'était un peu de la boxe, quoi. C'était des manches courtes. À l'époque, on avait droit encore un peu au coup de casque. Maintenant, c'est un peu moins autorisé. Mais voilà, c'était mon côté bagarre
bagarreur, j'aimais bien ça. Il y en a quelques-uns de l'époque, s'ils écoutent, qui se reconnaîtront et qui pourront témoigner. J'avais pas une très très bonne réputation. C'est-à-dire, tu jouais les coudes. Ouais, un petit peu. Du casque, beaucoup. J'ai aussi grandi dans une école de piste, tu sais, sud-ouest, donc très tourné aussi sur les sports de combat comme le rugby. Donc il y avait un côté, c'est un sport de combat, le rugby. Il y avait un côté valeur, mais à la fois il y avait un côté faut pas te laisser marcher dessus. Et puis voilà, moi je venais de Foix, qui était un tout petit club face à des grands clubs de la région, donc c'était un peu, on me montait un peu aussi, tu vois, comme ça, en me disant c'est toi contre le reste du monde et il faut pas te laisser faire. Et c'est vrai qu'avec du recul, je me rends compte que j'étais quand même un petit con. Mais tu vois, c'est marrant parce que tu dis que t'as toujours voulu être grimpeur, pourtant t'étais bon sur la piste. Il fallait vraiment écouter tes premières amours ou tes premières sensations. Ben tu vois, justement, en tant qu'adulte, ça semble pourtant évident, et pourtant j'étais pas capable de m'en rendre compte quand je suis passé à l'âge adulte, parce que très vite en junior, il a fallu faire un choix. Le choix s'est porté sur la route. Je suis rentré dans une structure de haut niveau, donc le Krebs de Toulouse, où on m'a fait comprendre que la piste c'était bien en prépa, mais à l'époque c'est vrai que les multidisciplines c'était moins bien vu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit que les équipes pro, elles laissent la place pour des saisons de cyclocross, pour les pistards, pour préparer pourquoi pas les Jeux Olympiques. À l'époque, on te posait pas trop la question. On te disait oui, on va aller faire 2-3 trucs sur piste en hiver, mais c'est dans le but de préparer la route. Et si tu veux un jour faire une carrière, c'est la route ou la route. Donc voilà. Et c'est vrai que j'ai vite oublié mes qualités premières. Hein. Comme tu le dis, ça semble évident aujourd'hui, mais je me suis obstiné à bouffer des cols et des cols avec mes 75 kilos. Et donc tu commences l'école de vélo, tu dis à 10 ans. C'est marrant parce que la plupart des cyclistes aujourd'hui, quand même, ils sont pas forcément passés par là, quoi. Tu vois, le vélo, ça se découvre beaucoup un peu en autonomie, et puis petit à petit, éventuellement, on rejoint un club parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'est pas trop mauvais, mais c'est plutôt rare, non, les écoles de vélo? Ouais, c'est vrai, de plus en plus, et c'est dommage dans un sens, même si je pense que ça épargne un petit peu de frustration mentale à certains. Commencer le vélo tardivement, on voit aujourd'hui Remco Evenepoel qui est champion du monde, qui a commencé très tard le vélo. On se rend compte aussi que c'est un sport tellement difficile, comme tous les sports d'endurance, comme le triathlon, comme tous les autres dans cette catégorie. Il y a une forme de fraîcheur mentale hyper importante. Et c'est vrai que moi j'ai arrêté très très jeune, j'étais encore espoir, j'avais 21 ans à peine, et il y a beaucoup de monde qui me pose cette question, mais pourquoi avoir arrêté si tôt? Et je pense que une raison, c'est le fait d'avoir commencé aussi très tôt. Et si tu commences à 18, 19 ans ou dans ces eaux-là, c'est sûr que tu as une forme de fraîcheur et aussi une forme d'insouciance de ce milieu qui fait que tu as envie de pousser davantage. Voilà, moi j'avais fait le tour de la question, et voilà, évidemment on peut pas considérer qu'à 10 ans déjà je me posais ces questions, mais par contre quand tu arrives à 21, tu te dis ça fait 10 ans que je fais ça, tous mes étés, tous mes week-ends, voilà, est-ce qu'il y a pas autre chose que la vie peut m'offrir? Et donc du coup c'est arrivé, tu dis à 21 ans, où t'as un petit peu t'as lâché en tout cas le haut niveau? Ouais, on va dire que j'ai fait une année un peu all-in. J'avais la chance d'être dans une structure d'accès au haut niveau, comme je l'ai dit, et j'avais la chance de pouvoir aménager mon temps pour continuer à étudier en parallèle. Donc j'étais à l'université, je faisais un DUT à l'université Paul Sabatier de Toulouse, et on le faisait en 3 ans au lieu de 2, ce qui nous permettait d'avoir du temps pour rouler. Donc ma dernière année de ces 3 années-là, je me suis dit bon allez, on tente un peu le tout pour le tout, j'ai envie de voir ce que ça donne. Et à l'époque, j'ai, avec du recul, je peux le dire parce qu'on en parle de plus en plus aujourd'hui, j'ai vécu une grosse dépression suite à un surentraînement. J'ai vraiment tout mis les œufs dans le même panier, ce qui m'était jamais arrivé dans le passé, parce que j'avais toujours eu ce côté, l'école aussi qui était un peu importante, les parents qui te rappellent qu'il faut avoir des bonnes notes. Alors j'étais pas le premier de la classe, mais bon, j'essayais de donner le minimum, j'avais quelques facilités, je visais plus le 10 que le 20, mais au moins ça te donne une forme d'aération d'esprit. Et cette année-là, je m'étais mis beaucoup de pression, les résultats sont pas forcément tombés comme j'en aurais eu envie. Je me suis retrouvé, justement, on parlait aussi de la maigreur qui est un fléau dans le vélo. Je me suis retrouvé à être trop maigre trop tôt dans la saison, à choper un petit peu tout ce qui passait, à être malade en continu, voilà. Et puis étant dans une structure de haut niveau, c'est aussi un aspect dont on parle peu, mais on était contrôlé toute l'année. C'était l'époque où le dopage, on en parlait régulièrement, et nous, petits gars du Sud-Ouest, on tenait vraiment à être plus que clean surtout. Donc pour pas citer de marque, mais quand toi t'as un petit rhume, tu peux prendre un Actifed ou
un truc du genre, tu vois, nous on passait tout l'hiver avec le nez qui coule parce qu'on pouvait pas prendre ça, même si on était hors compétition, parce que étant dans une structure de haut niveau, on pouvait être contrôlé à tout moment, et même si c'était une substance qui allait pas t'aider à faire grand chose, il y avait de la pseudoéphédrine dedans et tu pouvais pas en prendre, et on était sensibilisé à tout ça. Donc si tu mets tout dans le même panier, la pression psychologique que j'avais à l'époque, elle est assez similaire à ce que peuvent avoir les professionnels aujourd'hui, et sauf que j'étais un peu tout seul, même si j'étais dans cette structure entouré par des coachs et tout ça, et j'ai un peu implosé. Et à l'époque je me suis lâché aussi, je me suis séparé de ma copine. Ça a été une année un peu charnière pour moi, parce que j'ai regardé un peu tous mes modèles au Krebs qui avaient 3-4 ans de plus que moi, et je me suis plus identifié à ceux qui galéraient encore 3 ou 4 ans plus tard à essayer de passer pro à un petit niveau que à ceux qui venaient de passer le pas. Et c'est là où je me suis dit, est-ce que j'ai envie de perdre ces 3-4 années? L'année d'après, je perdais l'aménagement horaire, et donc j'ai pris une décision radicale. J'ai dit, ce sera ma dernière saison. Et du moment que j'ai pris cette décision, j'ai arrêté de m'entraîner très très fort. J'ai fait un peu n'importe quoi et j'ai marché comme un avion. Mais j'ai quand même décidé de continuer dans cette voie. Ok, et c'est là où t'es passé journaliste du coup? Non, pas du tout. Tu disais que t'avais fait les études, c'était quoi? C'était des études en sport ou en journalisme? Pas du tout. J'ai étudié l'économie à l'époque. Okay. Et donc, pour résumer un peu, je me suis éloigné du vélo pendant 5 bonnes années. Je me suis lancé comme j'aurais fait dans une course de vélo plein gaz dans ma vie professionnelle. J'ai fait une licence pro qui m'a amené direct à avoir du boulot. J'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Je suis devenu responsable commercial pour la zone du Sud-Ouest. Très jeune, j'avais 24-25 ans, j'avais un très bon salaire, une très bonne position, j'étais cadre dans une grosse boîte. Et voilà, et là ça a été le deuxième acte fondateur. Là aussi je me suis dit t'es en train de reproduire un peu les mêmes schémas, est-ce que c'est vraiment ce que tu avais envie de faire de ta vie finalement? Tu t'es dit j'arrête le vélo parce que j'ai envie de découvrir plein de choses, et en fait tu te remets la tête dans le guidon à faire un truc qui t'a été un peu proposé par hasard, et voilà, et là j'ai pris une année sabbatique qui a changé tout le reste et qui a ouvert sur l'acte 3, c'est-à-dire que quand j'en suis rentré, forcément j'étais profondément changé, j'avais pas envie de reprendre ma vie là où je l'avais laissée, et donc je me suis dit si tu fais la liste de ce que tu veux vraiment faire dans la vie, par quoi on commence? Et voilà, ça a été un long procédé. J'ai rejoint ma future femme à l'époque à Rome. J'ai vécu un peu là-bas. J'ai commencé à faire une école de cinéma. Je me suis retrouvé à faire le Tour de France pour un sponsor à l'époque, en faisant un journal sur Facebook. Et tout ça, ça m'a amené à rencontrer les gens d'Eurosport qui m'ont donné ma chance pour d'abord pour le digital, présenter des directs sur Facebook. Et c'est là où je disais que ce soit dans la vie ou dans le monde du sport de haut niveau, faut des fois avoir un peu de réussite et un peu de chance. Il faut le dire, même si on préfère le mot réussite quand on est sportif, parce qu'on essaie de faire en sorte que ce soit à toi de la provoquer, cette chance. La même année où je crée ce vidéo journal sur Facebook lance les directs sur Facebook, une fonctionnalité de boomer aujourd'hui, mais qui à l'époque était innovante. Et Eurosport s'est dit, on cherche quelqu'un pour présenter des lives sur Facebook avec des coureurs cyclistes, et c'est exactement ce que je faisais sans avoir aucune idée que ça allait être lancé 3-4 mois après. Et donc du coup ça a entamé ta carrière de journaliste. Exactement, c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier. Quelle année? Ça c'était, que je te dise pas de bêtises, je pense en 2016-2017. 2016, ok. Là on enregistre, on est en 2023. Sur les 6 dernières années, c'est passé quoi? Sur les 6 dernières années, on peut couper la poire en deux. J'ai fait 3 ans comme journaliste vélo pour Eurosport International. Donc j'étais au début dans côté digital, donc surtout sur les réseaux sociaux, mais ça n'a pas duré longtemps. M'a vite donné ma chance à la télé. J'ai du coup été reporter sur les grands tours. C'est moi qui posais les questions en multilangue au départ et aux arrivées des 3 grands tours. J'étais un peu moins visible auprès du public français ou francophone parce que je travaillais pour l'équipe internationale, donc le but c'était de créer des interviews un peu pour toutes les chaînes et pas que pour la France, puisque Eurosport c'est une chaîne pan-européenne. Et c'était l'essentiel de mon métier pour eux, mais à côté de ça, j'ai fait pas mal de choses. J'ai travaillé en régie, j'ai eu la chance aussi, qu'on me donne la responsabilité de gérer des longs formats. J'ai réalisé un documentaire long format sur Peter Sagan et sur Bora Hansgrohe à l'époque aussi. Donc j'ai touché un peu à tout en télé en 3 ans, ce qui est très peu. Je me rends compte maintenant aussi de la chance que j'ai eue qu'on me fasse confiance à ce point.
Discovery ayant racheté Eurosport et quelques mois plus tard les chaînes YouTube GCN, eh bien, il y a eu cette proximité qui s'est créée. On m'a présenté les gens de GCN et c'était durant un Giro d'ailleurs. On a discuté du fait qu'ils cherchaient des gens de confiance pour créer la chaîne francophone. Et puis, tout s'est fait assez rapidement. Et en donc c'était le Giro 2019 et fin 2019, on a décidé de lancer la chaîne. Donc à l'époque, mon boulot était de créer l'équipe et d'aller chercher un deuxième présentateur. Et on a réussi à boucler tout ça juste avant que le Covid ne démarre. Et donc on a eu un peu de retard au lancement, mais on a quand même réussi à lancer courant 2020, en plein Covid. Et je pense que ça a été aussi un des facteurs de notre succès, car beaucoup de gens se sont retrouvés à consommer du contenu, et notamment YouTube, pendant cette période-là. Et GCN pour le coup, tu peux peut-être présenter ce que c'est et en quoi ça consiste. Moi en tout cas c'est de GCN que, c'est là où je t'ai vu pour la première fois sur les écrans. J'imagine qu'il y a pas mal de gens aussi qui te connaissent depuis GCN. C'est peut-être ça qui t'a propulsé un petit peu en avant. Oui, c'est certain. C'est sûr que c'est ce qui m'a donné le plus de visibilité par rapport au travail de l'ombre que je pouvais faire pour Eurosport auparavant et à ma carrière, comme on l'a déjà dit, qui a pas été franchement fabuleuse non plus. GCN, donc c'est en anglais Global Cycling Network. En réalité, c'était au démarrage d'une chaîne YouTube anglo-saxonne qui a très vite cartonné dans le monde du vélo anglophone, du moins. Il y a certains francophones qui ont la chance de parler l'anglais, qui connaissaient déjà. C'était beaucoup de tutoriels, beaucoup de vidéos sur le monde du vélo avec un ton léger, un ton YouTube qu'on retrouvait pas forcément à l'époque à la télé. Et pour ça, les Anglais, on doit leur reconnaître qu'ils sont très très bons. Ils sont souvent en avance sur nous. Je pense notamment à un modèle d'émission qui est Top Gear, qui a été l'émission la plus vendue au monde et la plus regardée au monde, qui parle de voitures. Je pense qu'il y avait un peu de Top Gear dans l'idée de JCN. Et voilà. Et donc quand cette entreprise, puisque c'est devenu une entreprise, a été rachetée par Discovery, eux avaient vu ce potentiel-là de développer les chaînes à l'international, et ils ont développé des chaînes dans les différentes langues les plus importantes, on va dire, du marché du vélo, donc l'allemand, le français, l'italien, l'espagnol et même le japonais. Voilà. Et donc j'ai été le premier présentateur de l'histoire de GCN en français, avec Loïc Chetou. Bon, on va revenir un petit peu là-dessus quand même, c'est intéressant. Mais aujourd'hui, tu n'en fais plus partie. Non, depuis peu. Depuis quelques semaines, l'aventure s'est terminée. On a décidé d'y mettre fin tous les deux avec Loïc. Voilà, encore un choix d'anciens sportifs, on va dire, à la vie, à la mort. On fait les choses ensemble, on les fait à fond ou on les fait pas. Et donc on a décidé d'arrêter. L'initiative est partie de lui parce qu'il a eu une opportunité professionnelle différente et lui, contrairement à moi, a pas vécu ces années post-vélo dans lesquelles moi j'ai pu découvrir le monde, plein d'autres choses, voyager, etc. Et moi qui travaillais avec lui au quotidien, je ressentais bien que c'était un besoin chez lui d'expérimenter autre chose plutôt que de continuer à commenter ce milieu-là. Et donc quand il a eu son opportunité, je lui ai dit fonce, le pire que tu puisses faire c'est de faire les deux à moitié, donc vas-y. Et moi j'ai dû me poser la question, est-ce que j'avais envie de continuer sans lui, dans quelles conditions, et voilà, sans rentrer dans les détails, les conditions qui m'ont été proposées m'ont pas enchanté parce que je me voyais pas repartir sur un cycle à refaire les mêmes choses qu'on venait de faire pendant les 3 dernières années, et j'estimais que c'était une réussite comme ça et qu'il fallait pouvoir aussi la conclure et la clôturer. Donc j'ai décidé d'arrêter en même temps que lui, et je trouve que de cette façon voilà, ça clôture un beau chapitre et ça le clôture à deux, la façon dont nous on l'avait imaginé. Ouais, on va revenir peut-être aussi sur la suite et tout ça. Et donc Loïc Chetou qui était effectivement ton associé dans cette aventure-là, il a ouvert une nouvelle page, on va dire. Oui, il s'éloigne bien du milieu de cycliste. Il va devenir directeur artistique de Freeman Porter, qui est une marque du coup de fringues. Donc ça n'a absolument rien à voir. Okay. Mais c'est un milieu qui le passionne depuis longtemps et voilà, et dans lequel lui aussi a eu un peu de réussite, de rencontrer les bonnes personnes. Voilà, c'est un peu le résumé de la vie. Et des gens qui ont eu envie de lui faire confiance pour se lancer là-dedans, et je suis certain qu'en mettant les bons ingrédients qu'il connaît par cœur, ça va le faire. D'accord, donc j'avais pas du tout suivi ça effectivement, mais lui avait aussi un passé dans le
vélo du coup en tant que Oui, lui a été, donc c'est moi qui ai été le chercher pour créer cette équipe-là. On m'avait donné un peu les mains libres pour trouver mon binôme, et Loïc venait d'arrêter. Il avait passé 6 ans chez Cofidis, chez les professionnels, et c'est vrai qu'on a un peu le même parcours, même s'il est plus jeune que moi. Il est passé par le Krebs de Toulouse, on a fait à peu près les mêmes équipes, on a eu les mêmes entraîneurs. Et on avait déjà eu des discussions un peu en off sur le fait qu'il aurait aimé tenter l'expérience média après sa carrière. Et les planètes étaient alignées, on va dire, et surtout, je trouvais en lui un profil idéal pour faire ce que moi j'avais envie de faire de cette chaîne, c'est-à-dire quelque chose de pas prise au sérieux, quelque chose de plus jeune, de plus moderne dans la façon d'aborder le vélo. Moi, de l'intérieur, j'ai toujours trouvé que ce sport était un vrai sport populaire au sens noble du terme. Quand on se déplaçait sur les courses, les coureurs étaient accessibles. Alors le Covid a un petit peu rabattu les cartes là-dessus, on a beaucoup barriéré, c'est ce qui est dommage, mais bon, peu importe, ça reste un sport populaire. Quand on a la chance d'accéder aux coureurs, c'est des gens qui sont très simples, très sympas. Et je trouvais qu'à la télé, bien ça, on voyait pas ça. Moi, je sais que maintenant de l'intérieur que c'est les codes télé, mais je supporte toujours pas de voir que les commentateurs se vouvoient à longueur de temps. Alors on te dit oui, mais c'est pour que le peuple entre guillemets puisse s'identifier, parce que si te croise dans la rue, il se mettrait pas à te tutoyer. Mais aujourd'hui, je suis désolé, les réseaux sociaux, c'est ces codes-là. Et puis on le sait que vous, ça fait 5 ans que vous commentez ensemble, vous faites des blagues, des fois à la limite du graveleux, et pour autant vous les faites en vous voyant. Je trouve que c'est une hypocrisie ridicule, et je trouvais qu'il fallait enlever tous ces filtres et avoir, tu vois, une vraie bromance qui parle de vélo, le vélo comme il est au quotidien, entre copains, ce que ça nous apporte dans notre équilibre, dans nos vies perso, dans nos vies pro, dans nos vies familiales, etc. Et voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est lancé avec Loïc, et c'était le partenaire idéal selon moi. Et pour moi, je suis pas sûr que tout le monde aurait pu le supporter, mais moi, ça m'allait. Ouais, c'est comme dans une équipe de vélo, hein. Des fois, ça match. Ouais, c'est ça, c'est exactement pareil, hein. On a chacun nos partenaires de sortie. Et voilà, il y en a qui supporteraient pas les miens, et inversement, tu vois, il y en a qui aiment bien avoir quelqu'un qui parle beaucoup, d'autres qui aiment bien celui qui prend des relais sans dire un mot. Donc voilà, chacun ses affinités. Et pourtant, et tu disais justement que le cyclisme pour toi c'était un sport populaire à la base. Enfin, historiquement, c'était un sport hyper populaire, hein. Je veux dire, si on, il y a quoi, il y a 50 ans, hein, mais je veux dire. Bah, ça l'est toujours. Il faut pas dire ça. Ça l'est toujours dans le sens où, tu vois, le vélo c'est quand même l'un des rares sports où il peut limite passer depuis la fenêtre de ta cuisine. Tu vas passer le meilleur coureur au monde. Il te suffit d'ouvrir la fenêtre. Il vient chez toi. T'as pas de billet à payer, à part dans quelques rares occasions en Belgique où t'as des carrés VIP qui sont de plus en plus vendus. Mais je veux dire, c'est quand même dans ce sens-là, ça reste un sport populaire. Si un jour vous avez l'occasion, si vous l'avez jamais fait, d'aller faire l'Alpe d'Huez ou un autre col, pourquoi pas un col pyrénéen d'ailleurs avec les Basques aussi cet été, le Tourmalet, ça devrait être super beau. Il y a une ambiance qui est géniale. C'est du sport accessible à tous. On parle beaucoup des Jeux Olympiques en ce moment avec des billets qui sont censés être peu cher et accessible un peu pour tout le monde. Allez voir le Tour de France, c'est tous les ans en France, il y a des gens à travers le monde qui rêveraient d'aller voir le Tour de France, même si vous comprenez rien au vélo, vous passerez une belle après-midi, et puis voilà, pensez à la crème solaire. C'est clair qu'en France, pour ça, pour ce qui est du sport, on n'est quand même pas à plaindre, quoi. On a dans le vélo, on a le Tour de France et on a d'autres classiques. Dans le trail, on a l'UTMB. Enfin, on a quand même des beaux spots. Et puis sur le triathlon, évidemment, on a maintenant les championnats du monde Ironman à Nice. Ouais. Donc et ça, enfin, c'est des sports véritablement, comme tu le dis, qui sont accessibles. On sort de chez soi, on prend, si besoin, on prend la voiture, on va sur le spot où a lieu la course, mais on n'a pas besoin de payer un billet pour aller voir ça. Ouais, et puis même pour la pratique, parce que je sais que c'est un petit peu le point compliqué du vélo, c'est devenu un sport à la mode, donc forcément les prix ont beaucoup augmenté. Même pour une tenue de vélo aujourd'hui simple d'été, tu peux arriver à dépenser 300 €, ce qui semble hallucinant quand on regarde d'où on part. Il y a beaucoup d'articles justement anglo-saxons qui ont titré en disant que le vélo était devenu le nouveau golf. Bon, c'est vrai que c'est une tendance la France a un peu résisté à tout ça, mais commence aussi à tomber là-dedans. Mais j'ai envie de rappeler à tout le monde que le plaisir de faire du vélo, c'est le même pour tout le monde, que ce soit avec un vélo super haut de gamme à 15 000 € ou avec un vélo de chez Decathlon à 200 €. Le plaisir de sortir de chez soi, aller se balader en forêt, aller se balader en bord de mer, c'est le même. Après, évidemment, il y a toujours la notion de sport, de performance, de dépassement de soi et de matériel, mais le plaisir de
de base, c'est celui-ci, et dans ce sens-là, ça reste un sport populaire qui peut être pratiqué de façon sportive ou même en simple déplacement. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui sont mis au vélo aussi pour les déplacements du quotidien et qui en sont pas revenus parce qu'ils se rendent compte que ça leur apporte aussi un bien-être, une santé mentale qu'ils avaient peut-être pas avant, et t'arrives quand même beaucoup plus détendu au boulot. Voilà. Bon, après, il y a des endroits où c'est plus facile de circuler à vélo que d'autres aussi, mais en tout cas, c'est ça le vélo. C'est ouvert à tous et à toutes les pratiques. Tiens, et si on revient un petit peu sur l'histoire de GCN du coup, comment ça s'est passé au début? Donc les gars te contactent, ils te disent tiens, on a revendu GCN à Discovery, on aimerait créer des chaînes dans d'autres langues. Est-ce que ça te dit de nous rejoindre? En fait, ça s'est passé donc durant le Giro 2019. J'avais un nouveau collègue chez Eurosport à l'époque qui était Matt Stephens, qui est en fait un des tout premiers pionniers des présentateurs de GCN en anglais, qui lui aussi, même constat que nous aujourd'hui, au bout d'un moment, a eu cette sensation qu'il devait passer à autre chose, et il s'est retrouvé à commenter pour Eurosport et à devenir reporter sur certaines courses. Donc en l'occurrence sur le Giro, on était collègues, on avait le même boulot et on se répartissait un peu les coureurs en fonction des langues qu'on maîtrisait chacun. Et c'est très vite devenu quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup de respect. C'est quelqu'un de très sympathique qui a aussi une histoire très particulière. Il est très communicatif aussi dans sa façon de présenter le vélo. Et lui, il m'a dit mais tu sais, je connais tout le monde chez GCN, j'en viens, ils cherchent des gens en France, et pendant ce Giro, ils vont venir faire quelques contenus vidéo. Donc si tu veux, j'en profite pour te les présenter, parce que moi j'étais évidemment très curieux d'entendre parler régulièrement de GCN, du fait qu'ils avaient été rachetés par Discovery, qui était le même groupe qu'Eurosport. Et c'est comme ça que ça s'est fait en fait. On a fait des premiers contacts, on a fait un entretien officiel en visio en juin à propos de la prise de poste. À l'époque, moi, j'essayais de leur vendre le fait que je voulais être freelance et continuer à travailler pour Eurosport parce que c'était mon dream job, j'avais pas besoin d'autre chose. Et puis, finalement, ils ont réussi à me convaincre de me lancer à 100% dans ce projet-là en fin d'année 2019, le temps que chacun de son côté, on prenne le temps de réfléchir à ça. Donc t'étais salarié alors, c'est ça? J'ai jamais atteint le statut de salarié. On avait un accord, on va dire, avec GCN d'exclusivité, mais on n'a jamais été officiellement salarié sur les 3 ans. C'était en discussion pour qu'on le devienne, mais il y avait des questions aussi de succursales en France, étant une entreprise à la base anglaise. Bon, voilà, sans rentrer dans les détails, on n'a jamais été officiellement salarié par le groupe. Ok, mais vous gagnez votre vie avec ça, je veux dire, oui, c'était bien votre sûr, métier à temps plein. Bien sûr, c'était notre métier à temps plein et on était payé pour ça. On avait en gros un contrat d'exclusivité à l'année. Et ça consistait en quoi alors? C'était quoi votre métier? Une journée type par exemple? C'est plus un mois type parce qu'on avait en gros sur les 4 semaines du mois, on avait une semaine de tournage et 3 semaines de préparation. Dans les semaines de préparation, il y avait beaucoup de recherche et de scripts pour les futurs concepts vidéo, et puis il y avait aussi beaucoup d'aide au montage parce qu'on avait 2 monteurs à temps plein. Donc il fallait travailler en collaboration avec eux pour vérifier qu'il y ait les bonnes images au bon endroit, parce que c'était pas forcément toujours des experts en vélo, donc quand on parlait technique ou quand on parlait coureur, ils avaient pas forcément la référence. Donc voilà, c'était un peu de travail d'édition pour parler en termes journalistiques. Il y avait un travail d'édition, il y avait un travail aussi parfois un peu de montage, il fallait des fois donner un petit coup de main, et beaucoup de travail d'écriture. Donc ça c'était les 2 tiers du boulot, et un tiers c'était du tournage, donc tournage des vidéos. Ok, mais donc du coup tu disais un mois type, une semaine de tournage, 3 semaines de préparation, j'imagine pas mal de voyages aussi, parce que vous étiez sur les courses, vous étiez sur les événements à chaque fois? Pas à chaque fois, mais oui, il y avait quelques voyages aussi. C'est vrai que quand on avait des tournages un peu plus tutoriels ou sur comment progresser à vélo, on faisait souvent ça dans le Pays Basque où on était basé en France, ou alors dans le coin de Gérone où on avait des bureaux en Espagne. Et ensuite, oui, c'était un tournage sur 2 de cette typologie-là, et un tournage sur 2 où on allait directement sur place sur les compétitions pour avoir accès aux pros, avoir accès au matériel et avoir du coup des images qui étaient assez complémentaires et des thématiques complémentaires.
Et vous étiez vraiment à deux, je veux dire pour l'aspect, enfin pour filmer, etc. C'était vraiment en mode YouTuber un peu fait maison, ou bien vous aviez aussi une équipe, t'avais un caméraman, t'avais d'autres gens aussi derrière la caméra. Non, on avait deux caméramans qui étaient pas tout le temps présents à deux, évidemment. On en avait en général un qui restait au montage et l'autre qui venait sur les tournages. Donc bon, c'était un peu plus professionnel. Mais tu sais, les youtubeurs aujourd'hui, ils ont plus de moyens de tournage, certains que à la télé. Hein. Il suffit de regarder les sites de certaines chaînes de télé pour voir que il y a certains youtubeurs qui auraient des choses à leur apprendre en termes de production vidéo. Mais oui, on avait des moyens simples, efficaces. On a commencé avec des moyens un peu bancaux durant le Covid, mais ensuite on s'est un poil professionnalisé. Voilà, et d'ailleurs un de nos caméramans est devenu une petite vedette aussi, puisqu'il a fait partie du trio. On s'appelait les potos entre nous, donc il y avait Poto Flo, Poto Lolo, et notre premier caméraman historique est devenu Poto Yo pour tout le monde. On l'a mis sur le vélo plusieurs fois pour tester et pour comparer débutants versus amateurs versus pro, enfin dans plusieurs concepts comme ça. Et voilà. Donc oui, on avait une petite équipe. À la fin, on était 5 personnes dédiées qu'à la chaîne française. Donc les 2 filmmakers, les 2 présentateurs et Marie, notre community manager. Ok, d'accord. Donc c'est 5 personnes à temps plein, quoi. Ouais. Et c'est quoi la fréquence? Enfin, vous aviez, j'imagine, des objectifs où vous faisiez. C'était que de la vidéo déjà? C'était que de la vidéo, et on avait, à la fin, on tournait à 5 vidéos semaine, donc c'est une vidéo par jour ouvrable en gros. Bon, c'était en termes de tournage, c'était pas forcément comme ça que ça se passait, vous en doutez. Mais voilà, c'était plus réparti comme je vous ai dit tout à l'heure, un tiers, 2 tiers entre tournage et prépa et montage. Et tout ça, c'est les choses que t'as appris, j'imagine, sur le terrain, quoi, entre Eurosport et... Alors moi j'avais cette particularité d'avoir fait une école de cinéma, donc la production vidéo. T'as aussi fait une école de cinéma. Et ouais, dans mon passage à Rome, quand j'ai, tu nous as pas tout dit. Tu sais, dans ma to-do list de ce que je voulais faire dans le même temps où j'ai commencé à fréquenter Eurosport, en fait j'ai fait une école de cinéma en Italie à Rome. Donc okay. Oui, la production vidéo c'était un peu mon métier. J'ai beaucoup appris chez Eurosport évidemment, parce que faire une école c'est beaucoup de théorie, mais aujourd'hui gérer de la production vidéo, t'apprends aussi beaucoup de choses sur YouTube si t'en as envie. Mais évidemment que chez Eurosport, j'ai énormément mis en pratique, on va dire. Et voilà, je pense que et tu vois, je vais arrêter l'autoflagellation, mais j'ai beaucoup aidé JCN à professionnaliser les choses et en faire en sorte que ça marche, surtout dans le contexte Covid à l'époque où il fallait trouver des solutions avec peu, sans avoir la possibilité pour autant d'envoyer les gens en formation, un coup en Angleterre, un coup ailleurs. Donc on a réussi à trouver les bonnes personnes et à faire avec des moyens simples mais efficaces. C'était un peu ce qui nous était demandé, quoi. Et j'imagine que toi en termes de réseau, enfin tu vas me dire via Eurosport, t'avais déjà quand même accès à pas mal de cyclistes pro et autres. Ça t'a permis de développer davantage aussi ce petit écosystème autour du cyclisme? Oui, c'est sûr, ça a été un accélérateur fou. Je vois aujourd'hui, il y a beaucoup de coureurs qui m'écrivent, avec qui on est devenu copains, quoi. Vraiment, on a une relation de confiance aussi, parce que les gens ont compris une chose, c'est que des fois quand tu débutes dans ce milieu-là, même si comme je vous ai dit, le vélo reste un sport où l'ambiance est assez sympa et pas trop compliqué à gérer, mais parfois il y a toujours un peu de méfiance. Tu travailles pour un gros média, ils savent pas trop si t'es dans la partie tu vois, article de presse, dans la partie, ils savent pas trop ce que tu recherches. Quand tu fais tes preuves dans ce milieu-là et que tu leur démontres que toi ton but c'est d'être un évangéliste du vélo et juste tu vois que les gens prennent du plaisir à regarder du contenu et soient rassurés, soient aidés, que tu leur mettes le pied à l'étrier pour pratiquer ce sport, tout le monde t'est reconnaissant, et ça c'est génial parce que tu ressens beaucoup d'ondes positives, que ce soit de la part de l'audience, mais aussi, et c'est parfois plus surprenant à emmagasiner, de la part du monde professionnel,
Voilà, il y a des pros qui, notamment quand on a décidé d'arrêter avec Loïc, qui nous ont envoyé des messages qui font chaud au cœur et qui disent ah c'est dommage. Bon, il y avait beaucoup de contenu pour les débutants, mais ça me faisait quand même marrer. Je regardais des fois, même si j'apprenais rien, parce que vous étiez drôles tous les deux, tu vois. C'est quoi les rencontres justement qui t'ont marqué le plus? Ah, il y en a beaucoup. Il y a des moments, il y a des rencontres. J'ai eu la chance de passer des moments privilégiés avec quelqu'un comme Tadej Pogačar, par exemple, avec qui j'ai partagé des sorties, avec qui déjà chez Eurosport j'avais fait l'un des tout premiers sujets sur lui alors qu'il n'était pas du tout connu. Il participait à son premier grand tour à la Vuelta à l'époque, qui termine deuxième, et donc moi je le suivais en tant qu'observateur privilégié depuis un moment, et j'avais dit d'entrée à Eurosport, lui il faut qu'on fasse première semaine un reportage, un inside avec lui, et je me souviens de il y a des gens comme ça, justement, c'est ça l'idée aussi d'être visible et de partager les coulisses de ce sport. C'est il y a des gens comme ça qui te marquent. Lui, un Julien Alaphilippe par exemple, c'est des gens qui sont d'une simplicité. Tu sens que derrière il y a une éducation, quelqu'un qui est reconnaissant de tout, même si il a gravi tous les échelons, qui va te reconnaître à travers les années, même si tu l'as pas vu depuis 1 an et demi. C'est vraiment des gens qui font du bien à ce sport-là pour plein de raisons diverses, hein, et variées d'ailleurs. Donc ça c'est des rencontres particulières. Un Peter Sagan qui est totalement différent de ça, qui est une vraie rockstar dans tous les sens. C'est un artiste, tu peux pas tout comprendre de sa façon de penser, mais lui aussi a fait énormément de bien. Voilà, des rencontres comme ça. C'est vrai que ça m'a marqué, ça restera. J'ai vécu des moments, la victoire de Sagan à Roubaix. C'est moi qui fais la première interview. C'est des moments qui, à titre personnel, resteront, et peut-être que sur le moment je m'en rendais pas compte, mais avec quelques années après, quand t'es passionné d'un sport, c'est une part de l'histoire de ce sport, et les gens, les passionnés en reparleront dans quelques années. Donc ça c'est ultra sympa. Et puis il y a une photo que j'aime beaucoup aussi qui résume ça, et que j'ai mis en tête de mon profil Insta. C'est la victoire de Rémi Cavagna sur une étape de la Vuelta à Tolède, et je me retrouve là avec mon micro Eurosport entre Rémi et Philippe Gilbert qui se serrent la main, et donc moi je suis pile au milieu dans le cadre du photographe, et tu vois que j'ai un grand sourire parce qu'en réalité j'ai la même émotion qu'eux, quoi. Et voilà, c'est une raison pour laquelle j'ai voulu faire ce métier. J'ai jamais voulu être face à une caméra. Au départ, je voulais même être derrière. Moi, c'est ça qui me plaisait. C'était le process de création d'un film. Voilà, j'aimais vraiment beaucoup ça. Mais par contre, j'ai toujours voulu être sur les événements pour vivre peut-être ce que j'aurais aimé vivre en tant que cycliste. Être là, voir comment ça se passe, l'émotion, etc. Et ça, c'est vrai que ce métier-là me l'a permis. Et puis, ça devient une petite drogue, hein. C'est pas nous qui dirons le contraire, hein. On vit aussi un peu par procuration toutes les victoires et toutes les belles vies que vivent nos invités. Même si ça reste du podcast, pour le coup, on se déplace pas, on partage pas avec eux, enfin pas toujours, mais c'est vrai que c'est un vrai plaisir. Et puis comme tu dis, ça fait c'est super gratifiant en fait quand tu gardes le contact avec des gens qui se rappellent de toi, qui te parlent, qui t'entendent t'envoyer un message. Tu dis waouh. C'est génial. Ouais, c'est top. Tu vois, là, je suis venu sur Paris-Roubaix cette année, alors que je venais officiellement d'annoncer qu'on arrêtait la chaîne. Donc, je suis venu pour la première fois depuis très longtemps sur une course en tant que spectateur. Je travaillais pour personne. Et voilà. Et puis, tu as Philippe Gilbert qui était là pour Eurosport, qui est venu me voir. J'étais tombé quelques jours auparavant. Et la première chose qu'il me dit, c'est alors, ça va mieux ta chute, tu t'es remis. Impressionnant de voir à quel point ça s'est résorbé si vite. Et cette petite attention-là, venant d'un tel monument du vélo, qui lui aussi fait partie de cette catégorie-là, des gens vraiment le cœur sur la main, adorables, très simples dans le sens le plus positif du terme. C'est dans ces moments-là que tu réalises un peu que finalement les gens ils t'ont intégré à ce monde-là, et que t'en fais réellement partie. Et voilà. Et puis sur le moment je l'ai pas spécialement réalisé, mais c'est après, tu vois, en y repensant, quand les copains ils voient les photos, ils disent ah t'étais avec Philippe Gilbert, et tu vois, et c'est là où tu te dis oui c'est vrai. Et puis moi j'aimerais que vous sachiez que Philippe Gilbert c'est pas que le mec qui a gagné 4 monuments sur 5, c'est vraiment un mec cool, hyper sympa, on peut parler de tout, pas que de vélo, voilà. Et c'est ça, encore une fois, c'était vraiment ce que j'avais du mal à retrouver dans les médias traditionnels, où même s'il y a certains qui font plus d'efforts que d'autres, ça reste un poil polissé, et parfois même on tombe un peu dans l'image caricaturale du vélo d'il y a quelques années, qui était bon qu'à faire la sieste devant, quoi. Bien que une bonne sieste devant le Tour, ça reste aussi une chose importante, et il faut pas la négliger.
Et en termes de contenu, du coup, c'est quoi les contenus qui ont bien marché, qui ont intéressé le plus ta communauté, et qu'est-ce que tu peux nous en partager aussi un petit peu? Après, t'as fait quand même ça pendant presque 4 ans en fait. Là, je vois qu'Olivier, tu veux des tips pour ton podcast là. Là, je sens que. Ouais, exactement. Là, on veut. Qu'est-ce que tu peux partager? Non, mais qu'est-ce que tu peux partager pour les auditeurs? Tu vois, qu'est-ce qui peut être intéressant, voilà, s'ils voulaient dire que j'ai appris un truc grâce à cet épisode de podcast. Non, je pense vraiment que c'est aussi lié à la période historique où il y a beaucoup de gens post-Covid qui se sont mis au vélo, et je pense qu'il y avait vraiment ce rôle, j'emploie souvent ce mot-là de mentorat. C'est pas du coaching, parce que d'abord, si on parle d'entraînement, je suis pas un coach, tu vois, diplômé, et j'ai toujours dit ça aux gens que si vous voulez des vrais plans d'entraînement, oui, tu peux en trouver sur internet, mais l'important d'avoir un coach, c'est qu'il puisse te suivre et les faire évoluer en fonction de chaque individu et chaque athlète. Je pense que ça, vous irez pas contre moi. Par contre, le mentorat, c'est important. Quand tu débutes dans un sport en particulier, tu sais pas par quoi débuter, quoi acheter, tu vas souvent te faire acheter des trucs qui te servent pas forcément, ou alors investir trop d'argent dans un domaine et pas assez dans l'autre. Et sur ça, on se rendait compte que tout ce qui était dédié aux débutants, tout ce qui pouvait un peu leur défricher ce milieu-là qui était nouveau pour eux, eh bien ça cartonnait. Et c'est là où je reviens au fait que le vélo, c'est un sport populaire et où tu peux parfois faire le grand écart. L'autre typologie de contenu qui marchait et qui cartonnait, c'est tout ce qui était lié aux pros. Et a priori, tu peux te dire, c'est deux mondes qui ont rien à voir. Parce que celui qui s'intéresse aux pros, a priori, il a quand même un minimum de connaissances du vélo, il y a quand même été un petit peu habitué d'une certaine façon, et pour autant, celui qui débute, bon, ça m'étonnerait que ce soit le spectateur régulier des courses à la télé. Et voilà, on avait un petit peu cette typologie-là de cyclistes au sens large, et cette communauté au sens large, à la fois des débutants. Alors ça pouvait aussi frustrer une autre partie de l'audience quand on faisait des vidéos un peu trop simplistes pour eux, mais pour autant, on était toujours surpris de voir à quel point les questions les plus simples étaient souvent les plus demandées, tu vois. Ouais, puis tu mettais un peu en opposition ce contenu pour les débutants et le contenu plutôt avec des pros. Nous, on le voit aussi sur le podcast. Je pense que c'est assez inspirationnel, même pour les débutants, de pouvoir entendre parler des pros, de comment ça se passe dans leur vie, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils sont arrivés là. Alors, pas dans l'idée qu'un amateur qui se met à faire du vélo à 25, 30, 40 ans, il va devenir pro un jour, mais plutôt véritablement s'inspirer de ça, de cette image, et puis ériger ce pro au rang de mentor ou de conseil de sage. Ouais, bien sûr, sachant que les pros sont pas toujours de bons mentors, ça c'est important de le dire aussi. Ils ont énormément de choses à raconter, énormément de choses d'ailleurs que moi j'aurais pas à raconter, parce que j'ai pas vécu les mêmes choses qu'eux. Mais souvent, on partage pas la même vie et ils ont pas les mêmes contraintes, et ils sont très très loin du besoin du cycliste ou du triathlète moyen. Mais comme tu dis, c'est en effet inspirationnel, mais ça peut parfois l'être de la mauvaise façon aussi. Surtout auprès des jeunes, on avait beaucoup de jeunes, tu vois. Là, on parle plus de l'aspect sportif. Qui avait tendance à mettre un peu la charrue avant les bœufs. Je dis ça par rapport aux commentaires qu'on pouvait recevoir par moment. C'est vrai qu'on vit aussi une période historique de notre sport où les pros sont de plus en plus jeunes, ils sont de plus en plus tôt à la pointe de l'entraînement, de la nutrition, etc. Je pense que des chaînes comme la nôtre et comme la vôtre aussi contribuent à ça, parce que on a un partage des connaissances qui est beaucoup plus facilité qu'à mon époque, où t'avais un entraîneur, tu te fiais à ce qu'il te disait et point barre. Aujourd'hui, tu peux un peu comparer les approches, tu peux évidemment avoir accès à énormément de contenu scientifique plus jeune, donc forcément la préparation est meilleure et les résultats se font ressentir. Les jeunes coureurs pro sont de suite au niveau, mais c'est dur pour une autre partie des cyclistes qui vont commencer le vélo à 16-17 ans, un petit peu comme ça à l'arrache, sans ayant regardé 3 vidéos YouTube peut-être, tu vois, et qui vont se retrouver face à des mecs qui dans un an seront en World Tour, quoi. Et on sait que c'est de plus en plus difficile d'organiser aussi des courses, il y en a de moins en moins, donc les niveaux sont aussi de plus en plus mixés tous ensemble. Et sur l'aspect sportif, ça peut être un peu décourageant aussi, alors que le vélo, c'est quand même l'un des sports où tu peux avoir la plus grosse progression
dans tous les sens d'ailleurs, dans le bon comme dans le mauvais, de tes performances en très peu de temps, surtout si tu pars de loin. J'ai donné cet exemple récemment sur mes réseaux, je suis tombé, donc j'ai eu 15 jours d'arrêt. J'avais fait un gros tour d'ailleurs avec mes potes d'entraînement qui sont des triathlètes autour de l'Etna, 170 km avec 2000 de D+, 250 watts normalisés, donc voilà, bien engagé, en tout cas pour moi et pour mes capacités d'aujourd'hui, et je commençais vraiment à me sentir très très bien. 120 pulses de moyenne. 4 semaines après, donc au milieu de 2 semaines de stop, je fais le même tour avec l'équipe AG2R Citroën qui était en stage sur l'Etna, et j'ai fait 150 pulses de moyenne, j'ai mis une semaine à récupérer. Et ben ça c'est l'exemple du vélo. Il y a des jeunes qui peuvent être totalement découragés, alors qu'en réalité en 4 semaines tu peux être totalement un autre athlète. Alors imagine en 4 mois, imagine en 4 ans. Mais voilà, il faut pas s'en dégoûter, il faut faire attention à pas tout prendre au pied de la lettre quand on écoute un pro qui lui a 10 ans de parcours, 15 ans, 20 ans derrière. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est quelque chose sur lequel on revient souvent sur le podcast, c'est que si t'es triathlète amateur, ça sert à rien de te comparer au pro, parce que par définition le pro il vit de ça. Donc du coup il a le temps, il a pas forcément un autre boulot à côté, il a pas forcément le même mode de vie, etc. Donc en fait tu peux pas forcément répliquer ce que font les pros pour toi dans ta vie pro si t'es amateur, parce que dans ta vie perso, pardon. Ouais, et puis si t'es amateur, parce qu'effectivement ça fonctionne pas, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, Olivier. Et puis il y a un phénomène aussi que moi j'ai pu observer, je sais pas si vous serez d'accord avec ça, c'est qu'on parle beaucoup de cycles d'entraînement aujourd'hui, et les gens ont l'impression que s'ils font les mêmes cycles d'entraînement qu'un pro, ils vont arriver au même résultat. Mais on en oublie ce que moi j'appellerais les macro-cycles. C'est aujourd'hui on parle de cycles de 3 mois, de cycles de 3 semaines, de cycles de 6 mois, allez, admettons. Mais on en oublie les cycles de 3 ans, de 6 ans. Voilà, il faut se souvenir du passif. Je vais me risquer à dire un peu neuromusculaire aussi du sportif, et quelqu'un qui a 15 ans de vélo dans les pattes, ben je suis désolé de le dire, mais il aura pas besoin du même cycle de base d'entraînement d'endurance l'hiver prochain que celui qui a débuté l'année dernière. Et voilà, on a tous un parcours un peu différent, et c'est important de s'en souvenir et d'en être conscient lorsqu'on s'entraîne, et d'avoir des ambitions qui sont liées à ça aussi, quoi. Ouais, et ça c'est quelque chose qui est très rarement pris en compte par les coachs. C'est-à-dire que si t'es triathlète ou cycliste amateur, tu vas voir un coach, tu lui dis en général j'ai un objectif, j'aimerais faire telle course dans 3 mois, 6 mois, 1 an tout au plus, rarement beaucoup plus long. Et donc en fait on va te préparer pour arriver de la situation actuelle aujourd'hui jusqu'au jour de ta course. Avec quelques échelons intermédiaires, mais rarement on va se dire en fait où est-ce que tu as envie d'être dans 3 ans, dans 5 ans au niveau sportif, même si c'est en tant qu'amateur. Et ça, je pense que c'est peut-être un peu dommage de pas avoir cette vue aussi long terme. Je suis d'accord. Pour moi, le travail d'un coach, il commence à partir de la 2e année déjà. La première année, la seule chose qu'il va faire, c'est appliquer un plan d'entraînement stéréotypé. De toute façon, il peut pas faire autre chose. Alors après, on peut débattre sur le fait que tel coach applique telle méthode versus telle autre. Certainement qu'il y en a qui ont les meilleures méthodes, mais une méthode, elle peut être appropriée à une personne et pas à l'autre déjà. Et c'est pour ça que je dis toujours, un coach, son travail, il commence la 2e année, parce que si c'est un bon coach, il va prendre ce qui a fonctionné pour toi dans la première année, il va savoir le réappliquer l'année suivante, voire même le développer et aller plus loin dans ça. Ensuite, il y a des approches différentes. Il y a ceux qui vont te faire travailler tes points forts, ceux qui vont te faire travailler tes points faibles. Ça, c'est autre chose. Mais dans tous les cas, un coach qui ne s'adapterait pas, pour moi, c'est pas un coach. Si tu dois juste suivre un plan d'entraînement, t'as pas besoin de lui, quoi. Et c'est pour ça que forcément, les coachs ont tendance à le dire, ils prêchent pour leur chapelle, mais en général, ils disent qu'il vaut mieux faire un accompagnement de plusieurs années pour justement, comme tu dis, pouvoir s'adapter et en fait connaître l'athlète et savoir qu'est-ce qui marche pour lui, parce qu'encore une fois, chacun va réagir différemment en fonction de la performance. C'est ça qui est pas mal aussi avec un coach qui te suit depuis quelques années, c'est que il pourra faire des choses qu'un nouveau coach pourra pas. Et en même temps, c'est vrai que parfois c'est intéressant aussi de changer pour pouvoir aller voir autre chose. On le voit beaucoup chez les pros qui disent moi ça faisait 5 ans que j'étais avec le même coach. Je sentais que j'étais un peu à un plateau, je pouvais plus trop progresser, et donc du coup j'ai décidé de changer de coach justement pour aller voir quelque chose d'autre.
Ouais, bien sûr. Et peut-être débloquer des petits gains marginaux, quoi. Bien sûr, mais là, on touche aussi à un aspect qui peut parfois être un peu psychologique, hein, faut pas se le cacher, et on touche aussi à un aspect, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je prends dans le monde du vélo, je prenais souvent l'exemple de Christophe Laporte. Il y en a certains qui ont dit ouais, c'est pas normal, il s'est mis à marcher du jour au lendemain quand il est passé à la Jumbo-Visma. Déjà, les gens qui regardent un peu le vélo et qui le suivent depuis longtemps devraient comprendre que c'est pas le cas parce qu'il avait déjà de très bons résultats auparavant. Mais pour avoir pas mal parlé avec lui, et je vais vraiment simplifier le contenu de certaines discussions, mais en gros, en dehors du niveau de professionnalisme qu'il a trouvé dans cette équipe, où tout est fait vraiment pour la performance, que ce soit d'un point de vue physique ou même psychologique, on les met dans les meilleures conditions. En gros, il m'a dit, en gros, je me suis mis à rouler à bloc tout le temps. C'est vraiment très simplifié, hein, ce que je vous dis, mais ça, encore une fois, si tu dis ça à un jeune aujourd'hui, qui est chez les juniors et qui va se mettre à rouler à bloc tout le temps, alors qu'il a commencé il y a 1 an, chez lui, ça marchera pas. Ça marchera certainement pas et ça risque au contraire d'avoir l'effet contraire. Mais si on en revient sur la macro-vision de la carrière de Christophe Laporte, ça fait 10 ans qu'il est sportif de haut niveau, il a énormément de bases, tu vois, en tant que cycliste, et il peut se permettre aujourd'hui d'envoyer des gros watts quasiment tout le temps à l'entraînement. Ça reste un sport qui est porté, contrairement à la course à pied, il y a peu de risque de blessure, et du moment qu'il prend les bons temps de récupération, évidemment qu'il va l'assimiler et que pour lui ça va être bénéfique, tu vois. Mais c'est pas applicable à tout le monde. Et encore moins à quelqu'un qui débuterait, qui pourrait se retrouver à avoir au bout d'un mois une tendinite, au bout de 2 être en surentraînement, enfin voilà. Et pour revenir justement sur cet aspect contenu, toi ce serait quoi, je sais pas, tes 3 gros apprentissages que t'as enfin via GCN justement, c'est quoi les 3 gros trucs que t'as appris? Tu pourrais nous partager? J'ai vraiment appris à comprendre l'audience, à comprendre les besoins des gens, mais en réalité, je pense que chacun, au fond de nous, on peut le comprendre. Il suffit de se poser les questions qu'on s'est posées à chaque phase de notre pratique et de notre développement en tant qu'athlète ou en tant que sportif du dimanche ou en tant que sportif tout court. Voilà, je te redis, pour moi, tu commences de débutant où tu as vraiment besoin de ce côté mentor, où tu as besoin de quelqu'un. Je vais prendre un autre exemple, je viens d'acheter un appart, je sais pas faire de placo, voilà, je suis content d'avoir des copains qui en ont déjà fait parce que du coup, j'ai envie d'apprendre et j'ai envie de voir, mais avant de te lancer, tu sais pas quoi acheter, par quoi commencer. Et une fois qu'on te donne le b.a.-ba un peu, finalement ça peut être une nouvelle passion et on se retrouve dans 2 ans, peut-être que je serai en train de faire du bricolage tous les dimanches chez moi. Et c'est vraiment ça le pilier, on va dire, qui sert à beaucoup. Et ensuite, tu sens qu'à tous les niveaux il y a des questionnements qui sont pas les mêmes, évidemment. Il y en a certains, ça va être sur comment passer pro, tout simplement, comment continuer à s'améliorer alors que ça fait 5 ans que je fais du vélo et j'ai l'impression d'arriver à un palier. Et là, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, peut-être que là, il faut changer de méthode d'entraînement parce que tu as atteint le maximum de ce que tu pouvais avec ce que tu fais. Voilà, il y a vraiment beaucoup de questions. Les gens, ils ont juste besoin de se confronter à quelqu'un. Et c'est en ça que je les encourage aussi à prendre un vrai coach, parce qu'un coach, c'est ça. C'est aussi beaucoup de confrontation, beaucoup de discussion, et c'est quelqu'un qui va vous aider à progresser à travers toutes ces différentes phases, et quelle que soit votre ambition d'ailleurs. Mais vraiment en termes, enfin, je veux dire, pour les auditeurs qui nous écoutent, si tu devais leur apprendre quelque chose là maintenant, ce serait quoi? Je sais pas si j'ai la prétention de leur apprendre quelque chose, mais ce que je peux leur dire, si je des trucs qui t'auraient surpris, tu vois, qui sont auxquels on s'attendrait pas forcément, tu vois. Alors il y a quelques enseignements que moi j'aurais aimé connaître quand j'ai commencé le vélo, et que j'ai pu apprendre ces dernières années liées à mon activité ou pas d'ailleurs. C'est déjà les gros progrès de la nutrition aujourd'hui, en particulier la nutrition pendant l'effort. Qui en triathlon a d'ailleurs une importance primordiale, surtout quand on parle des longues distances. Mais aujourd'hui, on sait au gramme près. Je vais caricaturer là aussi, mais à mon époque, on prenait du sucre, tu vois, des pâtes de fruits, voilà, du sirop dans les bidons. Enfin, aujourd'hui, ça semble absurde de dire ça parce que tu sais qu'il te faut tant de carbohydrates par heure quand t'es à 100%. Enfin, aujourd'hui, on a des données scientifiques qui sont très poussées et très intéressantes à utiliser parce que sur de
longue distance et de longue durée, tu peux continuer à délivrer le maximum de toi-même. Et aujourd'hui, avec du recul, je me dis ah ouais, ça m'étonne pas que tu vois, sur la dernière heure de telle ou telle course, j'avais plus les watts que je faisais à l'entraînement. Donc ça, c'est un gros enseignement. Il y a les à côté du sport qui sont hyper importants. Là aussi, quel que soit votre objectif, mais ne serait-ce que pour rester en bonne santé, pas se blesser, ou pour progresser. Les autres facteurs, c'est là on va revenir au triathlon. Avec du recul, je me rends compte à quel point les autres sports apportent beaucoup, s'apportent les uns entre les autres aussi. La notion d'athlète au sens complet, elle est importante. C'est vrai que là aussi, quand moi j'étais sportif de haut niveau dans le vélo, on faisait de la préparation physique générale, mais on le faisait un peu à reculons. On allait nager comme ça 3-4 fois l'hiver, on faisait de la muscu, ouais, on était content, on prenait une taille de tour de bras qu'on avait perdu aussitôt, mais c'était beaucoup moins poussé, beaucoup moins intellectualisé que ça l'est aujourd'hui. Et pour m'entraîner beaucoup avec les triathlètes, je me rends compte de ce que ça peut t'apporter, dans une certaine mesure aussi, parce que si t'en fais trop, à l'inverse, tu peux perdre dans un ou l'autre des domaines. Mais voilà, varier les plaisirs, c'est bien aussi pour le mental, et c'est bien pour le physique, parce que vous allez athlétiser votre corps, et du coup vous allez vous en sentir mieux en général dans la vie, plutôt que de devenir un peu monotache, quoi. On va revenir sur le triathlon tout à l'heure, mais pour toi il y a plus de PPG dans le triathlon que dans le monde des cyclisme pur et dur? Ça dépend ce que tu mets dans la catégorie PPG, mais déjà le triathlon t'oblige naturellement à travailler musculairement de façon plus globale que le vélo. Le vélo, c'est un sport qui est porté. On voit aujourd'hui, pour revenir encore sur des études, que ça déclenche de l'ostéoporose parce que tu marches pas assez, parce que aussi il y a les problèmes de maigreur extrême. Voilà, c'est pas, là, on parle vraiment de haut niveau. Si vous allez faire du vélo le dimanche, vous en faites pas, vous allez pas devenir malade. Mais dans le très haut niveau, évidemment, comme toute chose faite à l'excès, il y a aussi des problématiques. Et au contraire, je pense que le triathlon, en ça, apporte une complémentarité où tu vas travailler aussi le haut du corps, où tu vois, moi, je me souviens de l'époque cycliste élite. Je pouvais pas aller faire les boutiques avec ma compagne de l'époque. C'était impossible. Tu peux pas marcher. T'es bien que quand t'es allongé ou quand t'es sur ton vélo, quoi. Tu peux te taper des 5 heures, des 6 heures de vélo à des intensités folles. Par contre, si on te demande de faire 3 km à pied, c'était un supplice. Et pourquoi ? C'est physiologique aussi. On en revient à ça. Alors là, je veux pas rentrer dans les compétences qui sont pas les miennes et faire des analyses douteuses, mais c'est vrai que récemment, il y a pas mal d'études qui sont sorties sur cette histoire de l'ostéoporose du cycliste. Mais apparemment, déjà quand tu t'habitues à marcher, tu déclenches aussi une forme de stimulation, tu vois, de régénération osseuse que les cyclistes font pas assez visiblement. Puis il y a aussi évidemment le facteur de l'extrême maigreur qui vient pas aider. Mais à l'inverse, quand t'es cycliste, tu travailles musculairement avec tes jambes, c'est certain, mais de façon très différente qu'un marathonien ou qu'un marcheur à pied. Et forcément, t'as tout le temps mal aux pattes. Ça, c'est le syndrome du cycliste. T'as tout le temps mal aux pattes. Et c'est vrai qu'en voyant mes potes triathlètes, ils ont moins ce phénomène. Pourquoi ? Parce qu'ils équilibrent aussi leur activité. Et ils vont nager, ils vont courir, et donc forcément, quand t'es habitué à courir, t'es habitué à marcher. Donc s'ils avaient du mal à marcher, ce serait embêtant pour eux. Et ça, je m'en rends compte, tu vois, avec du recul. Et je pense que même pour un athlète qui prioriserait que la discipline du vélo aujourd'hui, et ils le font de plus en plus, c'est bien d'avoir d'autres disciplines à côté. On a vu certains, Wout van Aert qui allait se faire des footings en début de saison après les courses. Enfin, on en voit certains qui se mettent à faire d'autres disciplines. Alors peut-être pas de façon aussi exagérée, mais voilà. En tout cas, la PPG c'est devenu toute l'année pour les sportifs de haut niveau et pour les cyclistes. Ce qui n'était pas trop le cas à mon époque. Et moi, j'encourage tout le monde à avoir une vision globale de la préparation et athlétique, dans le sens premier de l'athlétisation du corps. Le corps, c'est pas que les jambes. Et voilà, je parle pas de bodybuilding, je parle juste de se sentir bien dans son corps et voilà, être autant capable de mettre des gros watts sur un vélo que de porter les courses jusqu'à la maison. Voilà, on a tous ça en tête, ou peut-être pas tous, mais les passionnés comme moi de vélo. Pour de mauvaises raisons aussi, un coureur comme Rasmussen qui a été rattrapé par la patrouille à l'époque, mais enfin lui, franchement, je suis même pas sûr qu'il arrivait à porter le sac de course jusqu'à la maison à l'époque, tellement il était dans une maigreur extrême, mais également au niveau musculaire, quoi. À part les jambes, il y avait rien, quoi. Oui, c'est étonnant parfois de voir à quel point en fait ils sont tout fins, tout maigres, et en même temps ils sont capables
de te développer des trucs assez dingues, quoi. Ouais, on en revient aussi sur le syndrome du pur grimpeur. Bon, là, ça touche pas tous les cyclistes, hein, mais là, c'est une autre problématique, c'est le rapport poids-puissance. Le rapport poids-puissance. Voilà, mais là, ça touche les 15 leaders que t'as au départ du Tour de France. Bon, voilà, c'est encore autre chose. Et puis c'est un mois dans l'année, ça demande énormément de sacrifices. Voilà, mais vous avez aussi dans le triathlon les purs marathoniens, hein, qui sont un exemple encore plus avancé de maigreur, je pense. En parlant justement des cyclistes qui faisaient un peu de course à pied sur le côté, on a aussi Cameron Worth qui récemment s'est fait un petit semi-marathon après Paris-Roubaix. Ouais, bien sûr. Je pensais à lui aussi tout à l'heure, mais là c'est différent. Lui, c'est vrai que c'est un cycliste à l'origine d'ailleurs, qui s'est mis au triathlon et qui est revenu au vélo. C'est un cycliste à l'origine, tout à fait. C'est vrai. Exact. Et lui, il fait quand même son semi-marathon en 1h26, ce qui est quand même pas dégueulasse non plus, quoi. Ah non, bien sûr. Mais d'ailleurs, un Paris-Roubaix, je pense que c'est un meilleur cycliste aujourd'hui que ce qu'il n'était quand il ne faisait que du vélo. Tu vois, et là ça alimente ce que je disais. Alors ce sera pas le cas pour tout le monde, évidemment, que si tu mets aujourd'hui un Pogačar qui est un leader de grand tour, tu le mets à faire du tri, il va prendre de la masse qui lui sera pas forcément utile, mais par contre si tu le fais sérieusement tester ça pendant 3 mois, je suis sûr qu'il va découvrir certaines choses, à la fois sur son corps et à la fois sur la façon d'appréhender l'effort. Bah écoute, on les invite en tout cas à tenter le triathlon. Par contre, si on veut parler à l'inverse, on peut aussi inviter les triathlètes à essayer de faire des courses de vélo ou des marathons individuellement, parce que je pense que ça peut leur apprendre beaucoup de choses sur eux-mêmes et surtout sur l'effort, parce que la particularité du triathlon, et là je parle en profane, hein, parce que je suis pas triathlète, mais je m'entraîne avec beaucoup de triathlètes, donc je le vois, c'est vraiment la gestion de l'effort, alors que le cycliste, même si de plus en plus dans le cyclisme moderne, évidemment les capteurs de puissance sont très regardés, etc., mais sa vision va être sur 5 courses d'essayer d'en gagner une, et pour ça il va falloir qu'il arrive à dépasser ses limites une fois. Le triathlète, il a souvent tendance à jouer avec la limite, mais à être un poil au-dessus du rupteur, mais pas beaucoup plus. Je le vois, je chambre un peu mes copains triathlètes parce que je leur dis mais tu peux faire beaucoup plus de watts, c'est sûr. Je parle que de vélo parce que c'est mon domaine, mais il y en a certains que je vois beaucoup plus forts que ce qu'ils ne démontrent sur les courses, mais parce que évidemment leur objectif c'est aussi une gestion de l'effort, surtout que eux c'est des longues distances, c'est de l'Ironman ou du semi-Ironman, donc évidemment que c'est une gestion de l'effort, mais c'est intéressant à la fois pour l'approche d'entraînement, pour l'approche physique, c'est vraiment différent. Et on a dans les deux cas des choses à s'apporter mutuellement. Pour reboucler sur les cyclistes triathlètes et inversement, Lance Armstrong était quand même triathlète à la base. Oui, bien sûr, tout à fait. Exact. Tout à fait. Et il y a un truc qui me fait vraiment mal au cœur, c'est de voir quand ils font faire maintenant les formats indoor d'Ironman sur des formats beaucoup plus courts. Je me dis qu'ils doivent quand même sacrément en chier, parce que quand t'es habitué à faire un Ironman au seuil pendant un peu moins de 8 heures et qu'on te demande de faire des formats de 20 minutes, c'est quand même pas exactement le même effort. Mais encore une fois, ça c'est pas une critique. Et évidemment que tu deviens ultra spécialiste de ce que tu prépares toute l'année. Si tu prépares un tel effort qui demande tellement d'entraînement, d'investissement, on peut pas te demander d'être à la fois Usain Bolt et à la fois recordman du marathon. Enfin, c'est deux choses très très différentes. Par contre, dans l'approche mentale, je trouve que c'est intéressant. Si on te donne la possibilité, même si t'es marathonien, de savoir ce que ça fait en termes d'effort, de sensation, que de courir un 100 mètres en moins de 10 secondes, je suis sûr que tout le monde voudrait le savoir, parce que ça déclenche en toi une forme d'euphorie, d'explosivité que tu connaîtras jamais en faisant un Ironman par exemple, c'est sûr, parce que c'est pas le même effort, c'est pas la même chose. Et ça c'est intéressant de discuter justement avec des triathlètes qui ont une approche totalement différente. Et moi à l'inverse, j'ai beaucoup appris d'eux sur le pacing notamment. J'avais toutes les qualités quand j'étais cycliste pour être très très bon contre la montre, et pour autant j'étais nul parce que j'aimais pas ça. Bon, avec du recul, c'était très mental aussi, mais parce que moi, j'aimais faire la course, j'aimais être avec des opposants, voilà, c'était pas mon truc, l'effort solitaire, voilà, ça, il y en a plein, c'est comme ça, mais aussi parce qu'à l'époque, on le travaillait pas du tout. En France, on était très mauvais pour ça, on n'avait pas du tout d'école de contre-la-montre, et maintenant, je suis sûr qu'avec 4 fois moins de prépa, je pourrais me battre à l'époque où j'étais élite sur certains chronos, parce que grâce aux triathlètes aussi, j'ai appris à gérer mon effort sur beaucoup plus longtemps, quoi. Et d'une certaine manière, le triathlon a apporté aussi beaucoup dans le cyclisme, hein. Ouais, c'est sûr. Le fait que ce soit moins normé, moins standardisé. Enfin, tu vois, il y a on n'a pas les mêmes contraintes que les règles de l'UCI.
Et donc du coup tu te retrouves avec des vélos parfois avec des géométries qui seraient pas du tout qui sont pas du tout homologuées, que tu retrouverais pas dans les compétitions cyclistes, mais où sur triathlon. Non, c'est sûr, c'est un laboratoire. Distance, c'est autorisé. C'est un laboratoire. C'est un peu ça, c'est un peu un laboratoire effectivement. Il y a des choses comme ça qui sont venues en fait à la base du triathlon et qui aujourd'hui ont fait leur place dans le monde du cyclisme. Mais t'as aussi beaucoup d'entraîneurs maintenant qui entraînent à la fois des cyclistes de haut niveau et des triathlètes. Chez les pros, je me souviens plus de son nom, désolé, mais vous pourrez aller le chercher, d'un des entraîneurs de la Bora Hansgrohe qui entraîne des triathlètes de haut niveau et qui entraîne aussi du coup des coureurs de la Bora et qui faisait souvent des parallèles dans l'entraînement, dans l'intensité, dans le nombre d'heures au haut niveau. Et en fait, ce croisement de compétences, même au niveau des entraîneurs, il est intéressant parce que je pense que forcément les mondes sont poreux et si t'es entraîneur de haut niveau, tu t'intéresses à ce qui se fait à côté aussi. Et quand on voit la façon dont le cyclisme moderne est débridé, les courses se jouent beaucoup plus tôt par moment avec des attaques à 50-60 km de l'arrivée qui pouvaient sembler un exploit extraordinaire il y a encore pas si longtemps que ça, 4 ou 5 ans. Mais c'est aussi lié à ça. C'est lié au fait que je pense que les connaissances liées au triathlon, notamment les longues distances, et aussi un peu la technologie qui va avec, le capteur de puissance, etc., font qu'aujourd'hui un cycliste, il est vraiment, quand il est au-dessus du lot, capable de tenir un effort sur près d'une heure et maintenir un peloton en respect, même un petit peloton, tu vois. Chose qui était impossible à écart de niveau équivalent il y a quelques années. Pourquoi ? Parce que on n'avait pas cette compétence, cette capacité, si tu veux. En termes de mindset, pour moi, il y a aussi quelque chose qui est très différent entre le cycliste et le triathlète, c'est que le triathlète a ce côté très geek et très solitaire aussi, que tu retrouves beaucoup moins chez les cyclistes. Les cyclistes sont beaucoup plus en fait, on va rouler pour se faire plaisir, ensemble, en groupe, en peloton. Ça, faut faire attention aussi, parce que tu disais, il faut que les triathlètes aillent faire des courses cyclistes. Oui, mais il faut qu'ils apprennent à rouler en peloton aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont appris à rouler à vélo. Et à prendre et à se laisser prendre la roue. Ouais, il y a des gens qui ont appris à rouler à vélo dans le cadre du triathlon. Et donc qui connaissent pas forcément le fait de rouler en peloton. Pour eux, le vélo, tu laisses 10, 12, 15 mètres de drafting, pour éviter le drafting justement avec le vélo de devant. Et c'est très différent. Et donc parfois c'est vrai que ça peut faire peur. Enfin, ça m'est déjà arrivé en tout cas d'avoir des triathlètes sur une sortie vélo dans le groupe, et en fait les gars ils se retrouvent au milieu d'un peloton et parfois t'as des petites frayeurs, quoi. Ouais, bien sûr. Ça c'est certain aussi. Après, j'essaie de défendre aussi mes copains triathlètes, parce que évidemment, quand tu débutes un sport, t'es pas le plus à l'aise, mais j'en ai vu certains bien progresser, et surtout c'est des gens qui sont curieux et qui essaient de s'améliorer. Donc, mais c'est certain que dans un peloton, c'est pas, je reviens à mon parcours personnel dans les deux sens du terme. Évidemment, j'ai commencé le vélo, j'avais 10 ans. Si tu me mets dans un peloton pour avoir fait quelques courses amateurs récemment, tu vois de suite, si t'as un peu l'œil, que j'étais un sportif de haut niveau dans ce sport-là, parce que je sais me placer, je passe dans les trous de souris. Et tu vois de suite, par contre, celui qui a pas l'habitude de ça, je me fais tout le temps engueuler, alors que je te promets que quand je participe à une compétition aujourd'hui, mon seul but c'est surtout de faire peur à personne, d'y aller tranquille, j'ai plus aucune ambition, j'ai vraiment passé ce stade-là. Mais je me souviens d'un critérium que j'ai pu faire en début d'année, justement avec mes potes triathlètes ici en Sicile. Et dès que je passais à un endroit, je savais où étaient les triathlètes, parce que ils étaient vite un petit peu sous pression. Et à l'inverse, tu me mets moi demain à nager ou à courir, il y aurait des choses à dire sur ma technique, c'est certain. Mais par contre, ça s'acquiert évidemment. T'auras peut-être jamais la même dextérité que quelqu'un qui est né sur un vélo, c'est sûr. Mais on voit aujourd'hui dans le peloton pro vélo World Tour, on a quand même des phénomènes. C'est difficile si tu commences sur le tas d'arriver à ce niveau de compétence, mais par contre rien n'empêche d'avoir le minimum syndical pour bien se comporter à vélo. Déjà, si vous commenciez par arrêter de rouler systématiquement avec des roues lenticulaires et des 60 mm à l'avant, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir une machine qui est beaucoup plus facile à piloter. Voilà, ça c'est passé. Ah, c'est donc ça. Ouais, mais on pédale seul, c'est pour ça. Et tu leur files une paire de jantes plates en aluminium et tu vas voir que d'un coup, ils deviennent de bien meilleurs pilotes. Ouais, quand il n'y a pas de vent, tu dis ça parce que t'es en Sicile, ça souffle. Ouais, c'est sûr. Tu parlais tout à l'heure d'un fameux accident. Effectivement, on l'a vu. On a vu aussi des photos sur ton Instagram. Tu t'es quand même bien amoché. Il t'est arrivé quoi ?
Je me suis bien amoché, je me suis bien repris aussi. Finalement, plus de peur que de mal. Il m'est arrivé une chose qui peut arriver, et qui arrive souvent à un cycliste, un problème mécanique, sauf qu'il m'est pas arrivé au bon moment. J'ai eu un saut de chaîne en plein sprint. Voilà, les sprints aux pancartes, ça c'est typique du cycliste qui, malgré son âge avancé, veut continuer à faire le couillon sur son vélo. Mais c'est aussi ça, hein. Des fois, il faut qu'on ait un peu de fun sur nos machines. Et voilà, j'avais envie de faire un petit sprint de déblocage avec mon poteau du jour. Et heureusement d'ailleurs pour lui, je lui avais mis de grosses longueurs d'avance, et ça a évité qu'il tombe avec moi, et en voulant tomber la dernière dent, je pense, parce que j'ai perdu connaissance sur le coup, j'ai eu un saut de chaîne, donc je pense à pleine puissance sur la manivelle, j'ai été éjecté par l'avant ou sur le côté du vélo, bon, peu importe. Et voilà, des choses qui peuvent arriver, surtout quand voilà, j'avais échangé des roues, je m'étais fait prêter une paire de roues, bon, peu importe, du coup une cassette qui a pas forcément la même vie que la chaîne, c'est des choses qu'on conseille de pas faire aux autres, mais souvent, et ça c'est un truc que j'ai toujours dit sur la chaîne, c'est faites ce qu'on vous dit absolument, mais surtout pas ce qu'on fait. Et voilà, encore une fois, eh bien ça s'est démontré. Bon, heureusement pour moi, j'avais le casque déjà, et ça c'est hyper important. Et sinon, je serais peut-être pas là pour en parler, ou alors avec une gueule autrement plus amochée. Je m'en sors quand même très bien, pas de fracture, voilà. Et puis j'ai encore une toute petite cicatrice, mais qui finira par s'effacer. Ok, bon tu vois, s'il fallait passer effectivement des messages en termes de tes apprentissages, que ce soit via GCN ou ta carrière de cycliste, mettez toujours un casque et changez votre chaîne en même temps votre cassette. Ouais, et ça c'est une chose qui a vachement changé. Je parle pas de la chaîne et de la cassette parce que encore, tu vois, ça arrive, mais par contre, moi je me souviens, on s'entraînait sans casque, dans les mentalités ça a vraiment bien évolué, et t'as mieux, et c'est vrai que l'importance de ce message est moindre parce qu'il y a moins besoin de le donner, vu que les gens le font naturellement aujourd'hui, et ils ont raison de le faire parce que les routes sont aussi plus fréquentées, plus dangereuses, et quoi qu'il en soit, tu vois, ce jour-là il y avait personne, il n'y a pas de voiture impliquée, donc voilà, je suis tombé tout seul, et du coup le casque c'est important quoi qu'il arrive, y compris si vous allez vous balader tout seul sur une piste cyclable, mettez-le, on sait jamais. Et souvent les chutes, pas souvent d'ailleurs, tout le temps, demander aux gens qui ont eu des chutes dans leur vie, c'est jamais intelligent. Donc c'est toujours bête. C'est toujours un enchaînement de facteurs qui auraient pu être évités, mais c'est le destin. C'était ce jour-là, c'était vous, c'est comme ça. Et c'est souvent le jour où tu dis ouais, non, mais le casque aujourd'hui c'est pas grave. Donc mettez-le quoi qu'il arrive, et donnez l'exemple, même si c'est pour acheter le pain, voilà, aux plus jeunes et à tout le monde. On est bien d'accord là-dessus. Et je conclurai là-dessus parce que je pense que c'est l'un des accessoires de vélo qui vraiment vaut le prix que vous allez mettre dedans. C'est vrai que tout dans le vélo a pris des proportions folles, mais aujourd'hui tu peux vraiment avoir un super casque à 150 €, et je trouve que par rapport à ce que c'est, même si vous allez me dire c'est un bout de polystyrène, ce que tu veux, mais aujourd'hui il y a quand même un peu de design, un petit peu de style dans tout ça. Mettre 150 €, je me souviens, c'est ce que moi j'avais mis pour mon premier casque à 14 ans de moto, tu vois. Et ben je trouve qu'aujourd'hui en 2023 c'est vraiment un bon deal, et voilà, on se fait pas trop prendre pour des cons quand on achète un casque à ce prix-là. En tout cas, c'est mon impression par rapport à plein d'autres domaines où on pourra en débattre, mais on n'aura pas assez de temps aujourd'hui. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que dans le triathlon, il y a des règles qui sont relatives au casque. Tu prends pas ton vélo dans le parc si t'as pas mis ton casque sur la tête, tu sors pas du parc si t'as pas ta jugulaire qui est serrée. Et ça, j'ai envie de dire vraiment tant mieux, parce que ça favorise aussi à apprendre aux triathlètes les bons gestes, que tu sois un néo-triathlète ou un triathlète professionnel. Heureusement que tu pars pas sur une course sans casque, ou même avec un casque sans avoir serré la jugulaire. Ouais, c'est sûr, hein, si vous vous souvenez, dans le monde du cyclisme traditionnel, c'est pas si vieux, hein, le fait que le casque soit obligatoire, hein. Ça date je veux pas dire de bêtises, j'ai plus la date en tête, mais c'est la suite de nombreux accidents. Il y a dû avoir des morts comme Andrei Kivilev avant qu'on se pose la question. D'abord on les avait mis obligatoires sauf en montée dans l'école lorsque ça arrivait au sommet, puis finalement on s'est dit bon, de toute façon la retransmission télé elle commence à ce moment-là, autant montrer les gens avec des casques. Et mais ça a pris du temps, hein. Voilà, ça fait partie de ces choses-là dont on en oublierait presque que c'était hier, quoi. C'est marrant parce que, et on le voit, tu sais, quand tu vas dans l'école alpin en été, tu vois souvent des gars qui sont en pleine ascension, et en fait ils ont un casque, mais juste ils l'ont enlevé et ils l'ont tapé sur le guidon, comme si, enfin tu vois, c'était
je sais pas, ça les gêne, c'est un problème de, tu vois, le fait d'avoir le casque sur la tête, c'est ça, tu vois ça, je sais pas, tu vas avoir plus chaud. Ouais, j'ai quand même l'impression que c'est une autre génération, ça, parce que tu vois, la nouvelle génération de cyclistes, ils vont préférer l'avoir sur la tête, parce qu'ils vont se dire c'est plus aéro. Tu vois. C'est plus aéro, bah oui, bien sûr. Non, mais on est entièrement d'accord. Mais c'est vrai que souvent, et effectivement, c'est souvent une autre génération. Quitte à transpirer un peu, ils vont avoir le maillot fermé jusqu'en haut, tu vois. Ouais. Et juste pour conclure sur le casque, d'ailleurs c'est la deuxième fois que je dis ça, c'est pas bien. Mais tu me parlais tout à l'heure de certaines vidéos et je me souviens d'une qui avait fait un peu polémique, c'est un bien grand mot. Mais sur la chaîne, c'était comment bien régler son casque. Et il y avait eu beaucoup de commentaires à l'époque, ce qui était rare sur la chaîne, je dois dire, un peu négatif, du genre la prochaine fois ils vont nous apprendre à lasser nos chaussures, tu vois, sous-entendu certains cyclistes experts qui trouvaient ça un peu trop basique pour les critères de la chaîne. Et ben je reste convaincu, presque 2 ans après avoir fait cette vidéo, qu'elle est extrêmement utile. Et d'ailleurs, elle a eu beaucoup de vues. Et encore aujourd'hui, je vous invite tous à faire votre autocritique. Regardez-vous dans une glace. J'en vois combien, moi, tous les jours sur la route, avec des lanières. Tu peux y passer 2 mains entières en dessous. Le premier choc qu'ils prennent, le casque qui vole, il sert absolument à rien. Ils ont les trucs sur les oreilles. Enfin, je vous garantis que 80% des gens qui vont sur un vélo aujourd'hui ne savent pas régler un casque, ou alors savent le faire mais n'ont jamais pris la peine de le faire. Et à mon avis, ça c'est vraiment un message à passer, parce que ok, tout le monde met un casque aujourd'hui, mais très peu de gens le mettent bien, correctement. Et voilà, faites attention à ça, en particulier si vous débutez à vélo. Déjà, achetez un casque à votre taille, c'est important, et surtout, prenez le temps de le régler. C'est pas compliqué, il faut juste que la jugulaire, vous puissiez passer un doigt dessous, et vous allez voir, c'est pas plus désagréable que ça, vous vous habituez à tout. Ouais, tu sais quoi, je vais te partager un truc. J'ai commencé triathlon en 96, donc ça fait déjà quelques années, hein. Et j'étais un peu de la catégorie de ceux qui mettent le casque comme il vient, quoi. Tu serres un petit peu la jugulaire en dessous, mais pas forcément bien réglé. Et j'ai découvert la semaine dernière comment régler un casque en essayant de régler un casque sur la tête de mon fils de 2 ans et demi. Donc tu vois, c'est pas perdu, on peut y arriver. Tu viens de me conforter dans cette idée-là, et je me souviens pour autant que j'avais pris des commentaires très négatifs sur cette vidéo, et pour autant je suis sûr, et d'ailleurs j'avais répondu en commentaire en disant les gars, envoyez-moi votre profil avec votre casque et on en reparle. Et voilà, bon, certainement que malheureusement j'ai insulté à tort des gens qui savent très très bien le régler, mais voilà, pour faire une petite étude au quotidien quand je croise des cyclistes, il y en a encore beaucoup qui savent pas les mettre, et vraiment faites un effort là-dessus. Une fois que vous avez un casque, vous l'avez sur la tête, autant bien le mettre, je vois pas l'intérêt. Et petite chose toute bête aussi, parce que ça c'est vrai qu'on le voit encore très souvent, et même chez des gens qui roulent déjà depuis un moment, c'est que les lunettes, tu les mets toujours au-dessus de la lanière. Ouais, exactement. Parce que en cas de chute, bah voilà, tes lunettes elles vont sauter plus facilement. Parce que t'as pas envie de tomber la tête la première avec tes lunettes sur toi. C'est un très bon conseil. En plus, ça fera plaisir à la marque parce qu'au moins elle est visible sur le côté. Mais ça c'est accessoire. Mais ça c'est les pros qui pourraient te le répondre. Mais tu vois, d'ailleurs, on parlait de ma chute. J'ai eu une blessure juste à côté de l'œil liée aux lunettes. Alors c'est toujours difficile de les incriminer ou pas, parce que dans mon cas potentiellement, eh bien elles m'ont aussi protégé. Mais elles ont pas sauté. Alors j'avais bien pour autant, tu vois, la monture à l'extérieur des lanières, mais elles n'ont pas sauté, et du coup j'ai été blessé parce que le verre a pénétré dans la chair, si tu veux, autour de l'œil. Et donc si vous voulez vraiment optimiser la sécurité, déjà prenez des montures qui soient totales, 100%, pas que le haut ou pas que le bas. Ça évitera justement ma mésaventure à moi, et tant pis pour le style. Et surtout, bien éviter les trucs sur les sites internet un peu bizarres, avec des qualités dont on peut débattre, parce que c'est un vrai risque que le verre casse et que vous perdiez un œil. Donc il vaut mieux là aussi mettre un peu plus d'argent, acheter une paire plutôt que d'en avoir 14, et être sûr que le verre ne casse pas. Moi, le verre a pas cassé en l'occurrence, et c'est ce qui m'a protégé aussi. Et donc on parle bien de mettre donc les branches de la lunette qui viennent se mettre sur l'oreille, qu'elles passent bien au-dessus de la lanière du casque, et pas en dessous. Et au-dessus, comme tu l'as très bien dit, dans le but que si tu as un choc, les lunettes soient éjectées, ce qui vient éviter que qu'elles te blessent, ou que pire le verre casse.
Voilà, ce qu'on veut tous éviter. Donc là aussi, il y a beaucoup de cyclistes qui les mettent en dessous. Des fois, je vois, ils les mettent avec des sous-casques l'hiver, avec des espèces de bonnets. Donc là, t'es sûr que s'il a un choc, ça sortira pas, quoi. Ok. GCN du coup existe toujours, mais plus GCN France. Si, ça va être repris. Ils existent encore. D'ailleurs, ils continuent à publier du contenu qu'on avait un petit peu enregistré à l'avance là, pour l'instant. Mais je pense que ça va pas durer trop longtemps parce que il y a un moment, c'est épuisable. Mais donc ça va continuer. Je veux dire, l'aventure GCN France continue, donc il y aura des nouveaux. Il y aura des nouveaux présentateurs et puis ça va continuer sur le même modèle éditorial avec voilà, j'espère pour eux des personnalités différentes. Au moins ils trouveront leur audience et voilà, ils seront certainement meilleurs que nous sur certaines choses et moins bons sur d'autres. Le pire qui pourrait leur arriver, ce serait d'essayer de reprendre des gens qui ont exactement le même profil que nous. Mais bon, c'est plus trop mon problème si tu veux et je suis sûr qu'ils sont qualifiés pour se poser ce genre de questions. Il y a aussi un GTN pour le triathlon. C'est les mêmes, c'est la même boîte. Tout à fait. Triathlon, par contre, en français, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Et moi, j'aurais été partisan du fait qu'on le développe. Voilà, tu sais, pour te révéler un poil, ça fait partie aussi des visions sur l'avenir où on n'était pas tout à fait d'accord. Et voilà, il y a GMBN aussi sur le VTT. Il y avait des choses à faire aussi en France, à mon avis. Et voilà, dans la feuille de route qui m'avait été donnée sur les années à venir, si j'avais dû rester dans le groupe, ça en faisait pas partie. Donc voilà, moi je trouvais que pour moi c'était pas une évolution que de rester dans les mêmes conditions. Donc voilà, mais je doute pas qu'un jour ils le feront. Et on sait jamais, hein. Mais en tout cas c'est une possibilité. Mais okay. Si vous voulez le lancer avant, vous pouvez y aller, hein. On y pensera si jamais on s'ennuie un petit peu. Et toi, du coup, quelle est ta relation avec le triathlon? Parce que tu nous disais que tu t'entraînais avec beaucoup de triathlètes, que potentiellement lancer la chaîne Global Triathlon Network FR, c'est quelque chose qui aurait pu t'intéresser. Donc, c'est quoi ta relation avec le triathlon? Ouais, je te dis, moi, je suis vraiment novice dans ce monde-là. J'ai jamais fait de triathlon de ma vie. J'aime beaucoup nager. Je vis à côté. C'est déjà une bonne chose parce qu'en général, c'est le grand problème des cyclistes. Écoute, moi, le peu de triathlètes que j'ai autour de moi, donc beaucoup sont des anciens nageurs, on m'a toujours fait des commentaires plutôt positifs sur ma nage en me disant qu'a priori j'avais un bon potentiel de nageur. Par contre, tous ceux qui courent ont absolument l'analyse inverse sur ma course. Voilà, j'ai une coordination motrice exécrable, je suis un hippopotame sur le bitume. Voilà, bon après on progresse en tout est faisable, mais c'est vrai que je n'aime. Ouais, je te rassure, je pense que c'est plus facile de progresser sur la course à pied que sur la natation. Tu vois, très bien. C'est un très bon point. Mais ma femme court beaucoup. Du coup c'est un peu, tu vois, son jardin secret à elle court, moi je fais du vélo, je nage de temps en temps, on nage tous les deux d'ailleurs, l'été surtout. J'ai un copain à moi qui lui a fait déjà un semi-Ironman, qui m'a même offert une combinaison pour que j'aille nager l'hiver. Et là aussi on en revient à la notion de mentor. J'attendais un mentor qui m'accompagne, tu vois, pour ma première, je l'ai pas trouvé, pourtant ils m'ont fait des promesses, hein. Ils m'ont dit ouais on y va. Bon, j'ai pas réussi cet hiver, j'ai pas de doute, l'hiver prochain ça ira, ou peut-être là encore l'eau est fraîche, je pourrais peut-être y aller, mais j'arrive. Bah écoute, avec plaisir. Et mais c'est vrai qu'on a un terrain de jeu, je me dis c'est dommage, il y a des jours j'irais bien nager, tu vois, l'hiver il y a personne à la mer, c'est un lac par moment, et tu te dis c'est dommage, j'habite à 1 kilomètre de l'eau, quoi. Et par contre je me verrais pas aller nager en piscine, j'aime pas ça. Alors je te dis ça, on en reparle dans 5 ans, peut-être que j'irai nager tous les matins à 7h comme mes potes, mais pour l'instant c'est pas trop ma cam, c'est pas trop ce qui m'attire. Et c'est pour ça aussi que je comprends très bien ceux qui me disent ouais le vélo de route ça m'attire pas trop, je préférerais faire du gravel ou du VTT. Je comprends aussi, et c'est vrai, mais le problème du gravel ou du VTT, c'est qu'au quotidien ça demande souvent de prendre une bagnole pour aller trouver un sentier, ou si tu dois partir de chez toi tu vas devoir faire une grosse heure de vélo de toute façon avec un vélo qui est pas adapté sur du bitume. Et voilà, bon, c'est toujours un peu ça, et j'imagine que c'est un peu pareil pour ceux qui nagent. Tout le monde n'a pas la mer à portée de main ou un lac, donc forcément tu te retrouves obligé d'aller en piscine. Et donc pour conclure sur mon rapport avec le triathlon, j'ai découvert un beau groupe de triathlètes ici à Catane où j'habite, dont un qui a une licence pro, et d'ailleurs que je félicite parce qu'il vient de gagner sa première compète récemment là en Sicile en faisant un semi-Ironman en moins de 4 heures, donc ça commence à envoyer pas mal. Et du coup je m'entraîne avec eux
en vélo. Et donc déjà, moi, ça me suffit amplement, mais je vois bien la charge de travail qu'ils ont à côté, parce que souvent, ils ont déjà été nager le matin, ils vont courir le soir. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que on échange beaucoup sur notre approche du sport. Ils sont plus jeunes que moi aussi, donc ils ont un certain respect pour ce que j'ai pu faire dans le monde du sport, etc. Et ils sont curieux de mon expertise en vélo. Et à l'inverse, moi, je suis très curieux de leur façon d'approcher l'entraînement, parce que je me souviens très bien de l'époque où moi j'étais sportif de haut niveau, et après avoir fait 4 heures de vélo, si tu veux, j'avais l'impression d'en avoir assez, mais voire pour 2 ou 3 jours des fois. Et maintenant, quand je les vois s'entraîner, je vois les quantités qu'ils arrivent à avaler, et je me dis finalement, tu vois, comme quoi tout est mental, et je reviens là-dessus aussi, et tout est question de récupération. Parce que vraiment, si tu prends pas le soin d'écouter ton corps et de lui donner la récupération nécessaire, ce que eux arrivent à faire en termes de charge de travail, c'est pas possible sur le long terme. Ça, c'est sûr. Et on a beau ne pas être tous égaux sur ça, c'est sûr que c'est pas possible durablement. Tu vas te blesser, tu vas te surentraîner. J'ai réussi à me surentraîner en faisant que du vélo à l'époque. Et avec du recul, c'était beaucoup lié à un mauvais suivi, à la fois alimentaire et général. Mais oui, eux, quand tu vois ce qu'ils se tapent, heureusement que voilà, les connaissances sur l'alimentation, encore une fois, je reviens là-dessus, sont beaucoup plus poussées aujourd'hui. Et ils y font très attention. En tout cas, je parle pour les longues distances. Bon, donc du coup, on peut t'attendre sur un premier triathlon en 2024 ? Écoute, je ne ferme pas totalement la porte à ça. Il y a du monde qui t'écoute, ouais, donc fais attention à ce que tu vas dire. Je ne ferme pas totalement la porte à ça. On t'attend en virage. Mais tu vois, dans l'esprit de la création de contenu, tu sais, je relance ma chaîne YouTube à titre perso, donc ce sera pas du GCN, mais on va garder ce qui a fait aussi le succès de GCN, parce que sur GCN j'étais moi-même, donc je vais pas jouer un rôle sur ma propre chaîne. Mais l'idée, c'est quand même de garder le contact avec cette communauté qu'on a réussi à créer. Ils nous ont envoyé tellement de messages positifs et de soutien quand on a dit qu'on arrêtait, que ce serait dommage d'arrêter. Mais allez, dans ce cadre-là, je me dis que ça pourrait être intéressant. Mais à condition que, tu vois, il y a une ligne éditoriale intéressante. Ça pourrait être, par exemple, on met un cycliste sur un triathlon sans aucun entraînement. Voyons voir, est-ce qu'il arrive à s'en sortir? Pourquoi pas? Et c'est toi le cycliste en l'occurrence? Ouais, pourquoi pas? On reste en contact, les gars, si vous avez des idées, ça pourrait être intéressant. Et ensuite, on le fait s'entraîner pendant 1 an et on voit la différence. Ça pourrait être, tu vois, ça pourrait être un truc fun à produire, je trouve. Ça pourrait être pas mal. Et donc, du coup, ensuite, on documente toute ta préparation. Voilà. Alors. Et sauf que maintenant que je me suis lancé en disant que je nageais pas trop mal, je suis dans la merde. Du pas coup, trop mal pour un cycliste. Déjà en 2023. Pas trop mal pour un cycliste. Ne vous y trompez pas. En même temps, c'est chiant de nager avec le vélo. Enfin, il est accroché derrière, tu le traînes et tout. C'est compliqué. C'est bien pour ça qu'on prend des modèles aéros. Sinon, ça freine davantage. C'est ça. Ok, écoute, justement, j'allais te demander quels étaient tes objectifs là pour à venir, mais donc on l'a bien compris, c'est un premier triathlon un peu flop pour voir ce que ça donne à ton niveau d'aujourd'hui, et puis un autre triathlon, le même, exactement la même course en 2024. Ouais, pour tout te dire, mes potes triathlètes m'avaient proposé de le faire en relais, le fameux triathlon en Sicile, là, et je leur ai dit, moi, je ne le fais en relais qu'à une condition, c'est que vous me donniez autre chose que le vélo, pour rigoler, quoi. Bon, au final, évidemment, j'ai trouvé un moyen de me défiler. Et ou alors ils ont pas voulu. Voilà, non, c'est surtout qu'eux aussi, j'ai un peu tenté à la provoque, tu vois, mais c'est surtout qu'eux ne se voyaient absolument pas faire un truc qui était pas leur discipline, pour ceux qui voulaient faire le relais, du coup. Et c'est comme ça que j'ai réussi à refuser sans refuser réellement. C'est eux qui sont passés pour ceux qui se dégonflaient au final. Mais pour en revenir à mes objectifs, j'ai pas du tout d'objectifs sportifs pour l'instant, si ce n'est ceux de me faire plaisir, accompagner mes copains. Finalement, eux s'entraînent de façon structurée, ce qui m'arrange bien parce que ça donne un semblant de quelque chose à ma préparation, même si elle est dans le vent pour l'instant. Mais à titre perso et pro, l'objectif c'est de relancer une chaîne YouTube. Pour l'instant, je sais pas si je deviendrai youtubeur au sens premier du terme, mais je me rends bien compte qu'on a vraiment créé une communauté et ça fait vraiment chaud au cœur de voir tous les messages qu'on a pu recevoir quand on a arrêté. Et je me rends compte aussi que tout ce dont on a pu parler aujourd'hui, ça intéresse les gens. J'ai la chance d'avoir des accès dans le monde du vélo, de vivre des choses vraiment au plus près. Et je vois bien tous les messages que je reçois. Il y a énormément de curiosité qui est générée autour de ça. Il y a pas très longtemps, j'étais roulé ici, je vous l'ai dit, avec l'équipage AG2R Citroën.
On a beaucoup parlé de leur préparation en altitude, la façon dont ils monitorent tout ça, les différents lieux auxquels dans lesquels ils ont la chance de faire des stages. Et c'est vrai qu'en rentrant de cette journée avec eux, je me suis dit il faut partager ça. Donc voilà, ce sera un des épisodes que je vais partager. Voilà, de façon globale, un petit peu toutes ces coulisses et toutes les choses que je peux apprendre de ce milieu-là, toujours en restant les pieds sur terre et en disant dans la limite de ce que je maîtrise. Comme je redis, je suis pas un coach diplômé, donc je suis pas là pour apprendre des choses sur l'entraînement. Par contre, je peux très bien, je pense, commenter certaines pratiques ou certaines modes dans l'entraînement en donnant aussi les limites que moi j'y vois et en disant aux gens de faire attention sur certains trucs en tant qu'ancien athlète. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir ce pilier-là sur YouTube et à côté de ça, je vais essayer de travailler sur des longs formats qui pourront être diffusés sur YouTube ou sur des médias un peu plus traditionnels, mais toujours dans l'idée de continuer à évangéliser les gens dans ce sport magnifique qu'est le vélo parce que voilà, c'est une forme de méditation, c'est un art de vivre, ça fait beaucoup de bien à tout le monde, à tous les gens qui le pratiquent. Et voilà, comme d'ailleurs la natation, comme d'ailleurs la course, pour moi je mets tout ça dans le même panier, choisissez-en un et lancez-vous parce que pour moi dans nos vies modernes, c'est indispensable pour l'équilibre de chacun que vous ayez une famille à gérer, un boulot à côté. Voilà, pour moi l'être humain il est fait pour ça, il a besoin de se dépenser, c'est pas un sédentaire et il faut avoir ça dans sa vie si on veut pas à un moment donné être déprimé, tomber dans autre chose. Eh bien sur ces belles paroles on arrive effectivement à la fin de cet épisode. Hermano, je te laisse peut-être poser ta question habituelle. Ouais, écoute Florian, normalement on termine en demandant à notre invité comment devenir triathlète pour faire un rappel avec le nom du podcast. Pourtant on la pimpe un peu, on va te demander comment devenir cycliste quand on n'a vraiment jamais fait de vélo. Voilà. Disons qu'on sait faire du vélo, qu'on vient d'enlever les roulettes, comment devenir cycliste? C'est facile, il faut acheter un vélo. Il faut acheter un vélo. Dites-vous une chose, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui acheter un vélo ça peut sembler un investissement important, même si on n'a pas besoin évidemment de se lancer dans un modèle haut de gamme dès le début. Il faut bien cibler en fonction de la pratique que vous allez en faire, donc regardez surtout autour de chez vous qu'est-ce qui est le plus simple et le plus accessible. Est-ce que c'est une balade en forêt, est-ce que c'est un tour sur la route, est-ce que c'est de l'urbain? Achetez un vélo qui corresponde à ça. Vous pouvez acheter une bonne occasion et dites-vous une chose, c'est que dans le marché actuel, au pire des cas, dans 6 mois vous le revendrez, vous perdrez pas d'argent. Donc c'est voilà, on immobilise un petit peu d'argent, mais on n'en perd pas forcément. Et puis lancez-vous, allez pédaler, commencez par un peu et puis un peu plus et puis vous allez voir, vous allez y prendre goût. Et puis si vous y prenez pas goût, la bonne nouvelle c'est qu'il vous reste toujours ou la natation ou la course à pied. Super. Et je compléterai juste quand tu dis aller acheter un vélo et un casque, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Évidemment. Merci beaucoup Florian. Juste pour terminer, où est-ce qu'on te retrouve si on veut suivre justement tes nouvelles aventures professionnelles et sportives? Écoute, pour l'instant, je suis pas très original, c'est facile, c'est mon prénom et mon nom, Florian Chabal avec 2 B parce que je suis 2 fois plus costaud que mon homonyme. Et voilà, que ce soit sur YouTube ou sur Insta, c'est les 2 canaux de communication que j'utilise le plus. Et voilà, et YouTube ça va repartir, c'est promis, avec une chronique régulière, la pause café du Potoflow pour les anciens adeptes, ils reconnaîtront le petit surnom, et dans laquelle je partagerai un peu mes billets d'humeur et certains débats autour de la pratique du vélo en fonction de l'actualité évidemment. Et comme je l'ai déjà dit, il y aura aussi des longs formats plus dédiés à l'aventure et éventuellement certains défis, pourquoi pas un triathlon. On l'a déjà dit, je crois que là j'ai presque pris date, je me suis lancé peut-être un peu trop dans mon enthousiasme. C'est foutu là. Ouais. C'est foutu, on revient vers toi l'année prochaine. on coupera pas ça au montage en tout cas. Super, merci beaucoup Florian. Bon, écoute, on te suit. Merci beaucoup, on te souhaite une bonne continuation. Yes, on se réjouit de suivre ça. Merci les gars et à très bientôt et continuez vous aussi votre boulot parce que plus on est de triathlètes et plus on sera heureux. Super, merci. C'est le mot de la fin. Merci, à la semaine prochaine, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.